Allez, bonjour à tous et merci d'être là. Merci d'être là pour la rentrée de votre émission Le Bala, votre magazine d'information tout azimut qui touche, vous le savez, à tous les sujets. Mais pour cette nouvelle saison, Le Bala se consacre à vous faire découvrir le Togo autrement. Mais là, le Togo en toutes ses richesses, le Togo en ses richesses humaines, en ses richesses naturelles. Et puis, que sais-je encore? Merci de revivre cette belle aventure, je dirais plus aventure, parce que ça fait quand même plus de 10 ans, ce n'est plus une aventure. Merci d'être dans la barque avec nous. Bon, moi j'ai repris, mais ma voix est encore un peu en vacances. Elle prendra le train en marche sans doute. Pour cette reprise qui se passe à une date quand même mémorable du Togo, le 5 février, nous avons choisi de vous faire connaître autrement le personnage qui a marqué donc le 5 février au Togo, vous le faire connaître sous des angles que nous ne savons pas tous toujours. Alors aujourd'hui, 5 février, 17e anniversaire du rappel à Dieu de feu président Gnassingbé Adema, nous vous raconterons l'histoire du personnage aujourd'hui. Et vous et nous avons l'honneur d'avoir quand même de prestigieux invités au plateau. Je m'en vais quand même avant dire bonjour à l'équipe qui est là. Bonjour les gars, bonjour Lago, comment vous allez? Très bien, merci. Daniel. On retrouve Lys dans toute sa splendeur, la folie n'a pas diminué d'un iota. Mais bonjour, je vais bien. Super, je vais bien aussi. Entre-temps, Déo, bonjour, vous allez bien, je sais aussi. Super. Léonore, merci d'être avec nous ce matin, toujours. Merci de continuer d'être là. Bonjour, Lys. Avec les téléspectateurs, un gros plaisir. Et puis, il remet son visage à la caméra, à l'écran, Daniel. Un gros plaisir. Joseph. Daniel, il a fait quoi? Je ne sais pas. Joseph, merci de ramener le visage à l'écran avec tous vos conseils qu'on connaît toujours. Aujourd'hui, vous allez nous parler de rougeole, entre autres. Merci d'être là de nouveau. Merci, Lys. Un grand honneur. Alors, je vous parlais tantôt d'invités. Je ne vous les présente pas tout de suite. Je vous fais languir juste un peu. On va souffler, mais juste vous dire, donc aujourd'hui, effectivement, on va raconter l'histoire de Gnassingbé et Adema. Et Léonore va nous présenter Pia. On ne peut pas parler des Adema sans parler de Pia. Et puis, Joseph, il revient dire, attention, alerte, alerte, la rougeole est dans la cité. On souffle. Et au retour, je vous présente mes invités que vous apercevez au loin. Vous ne savez pas c'est qui. Restez juste avec nous. Je vous les présente dans quelques petites secondes. Alors, on va accueillir nos invités, chers amis, chers téléspectateurs, chers amis. Dites, alors disons ensemble bonjour à Monsieur Wiao Evalo. Merci d'être avec nous. Bonjour, chers petits frères, chères petites sœurs. Vous allez bien? C'est un doyen, il est journaliste et enseignant, chercheur, historien. Il s'intéresse à l'histoire contemporaine, c'est ça? Oui. Et il a été pendant 10 ans attaché de cabinet. Pendant 15 ans. Pendant 15 ans à la présidence, mais servant 10 ans quand même sous le général Adema, 10 ans. Fort. Aussi, donc vous avez fait tout le parcours, ça fait quand même 15 ans, mais 10 ans serré avec le président Adema, quand même attaché de cabinet, chargé de la presse. Un attaché de cabinet, il fait quoi? Oui, l'attaché de cabinet s'occupe par ailleurs des questions administratives. Hein. Dans tous les dossiers, tous les dossiers, c'est vous qui traitez. Tous les dossiers qui arrivent chez le chef de l'État et qui concernent dans une certaine mesure certains aspects de l'administration. Oui. Je gère ça. Vous gérez ça. Évidemment, sous l'autorité des chefs hiérarchiques de la présidence, notamment le chef de cabinet et le directeur de cabinet. D'ailleurs, le général Aïwa, qui est à côté de moi ici, fut aussi un de mes chefs en tant que directeur de cabinet. C'est cela. Alors, vous réveillez à quelle heure, vous dormiez à quelle heure? On sait à quelle heure on arrive, mais on ne sait jamais pas à quelle heure on part. Voilà, et avec le président Adema, on arrivait déjà nous, on arrive en tout cas vers 5h30. C'est-à-dire que vous vous êtes réveillé à quelle heure déjà? Vous arrivez à 5h30?
Ben, on se débrouille, hein, on se débrouille. En ce moment, on n'était pas vieux comme aujourd'hui. On était solides, donc on se réveille déjà à 3h30. Donc à 5h30, vous êtes au bureau? À 5h30, on est au bureau, absolument. Lui-même, il se réveille à quelle heure? Il est prêt quand vous êtes là? Il est là parfois même, on arrive au moment où il est déjà arrivé, il nous demande si chez nous, il ne fait pas, il ne fait pas jour. Bon Dieu, sauve-nous. Voilà. Donc, c'est un lève-tôt et puis je présume un couche tard aussi. Ou alors il se couche plutôt assez tôt pour se réveiller aussi tôt? Vraiment, il se lève très tôt, mais pour se coucher aussi, c'est un problème. Puisque je me rappelle une petite anecdote. Oui. C'était, je crois, en 2000, lorsqu'il y avait la crise ivoirienne. Donc, vous savez, les protagonistes avaient fait le déplacement sur Lomé, les Guillaume Soro et autres. Et entre-temps, des chaînes internationales donnaient les informations, donc en boucle. Et vers 3h du matin, 3h, le téléphone sonne. Je pense, on dit c'est le camp. Je dis quoi, le patron. Et il me dit, on le passe, et il dit c'est l'attaché. J'ai dit, mon Gérald, j'espère que vous ne dormez pas, je ne vous dérange pas. Hein. À quelle heure? Mon Gérald, vous ne me dérangez pas. Mais intérieurement, je me disais, ben, c'est à cette heure-là. Je ne dors pas, à quelle heure je vais dormir? Bon, voilà, c'est des petits trucs. Bon, mais il travaillait vraiment tout le temps. Hein. Bon, on se demandait même s'il dormait. S'il dormait, bien sûr. Il y a plein de personnes qui parlent quand même de son aptitude à se lever très tôt. Il paraît qu'il donne rendez-vous, il dit il te reçoit à 4h, il te reçoit à 5h30, etc. Oui, il y a plein de personnes qui en parlent, c'est vrai. Allez, on aura le temps de découvrir d'autres anecdotes encore avec vous, qui a passé le clair de votre temps avec lui et même qui avait vécu les derniers instants avec lui. Merci d'accepter d'être sur notre plateau ce matin. On va dire bonjour au général Ayeva Issouffa. Merci d'être dans cette émission. Ce n'est pas courant hein, de vous voir sur les plateaux télé. Quel honneur pour nous, mon général. Merci beaucoup, Madame Lys. C'est plutôt à moi de vous dire que c'est un grand honneur pour moi d'être sur votre plateau. Partagez alors. Alors, vous avez été, à l'époque de Gnassingbé Adema, chef d'état-major de l'armée de l'air, c'est ça? Tout à fait, j'ai été chef d'état-major de l'armée de l'air. Bon, il faut dire que vous avez aussi en temps été chef d'état-major des forces armées togolaises. Vous avez servi, quand M. Ouyaou disait que vous étiez à la présidence, c'était... Avec le président Faure. Chef cabinet? Non, je suis arrivé en 2005 comme chef d'état-major particulier du président Faure pendant 2 ans et demi. Ensuite, je suis nommé directeur de cabinet pour 16 mois. Et après, je suis allé prendre les fonctions de chef d'état-major général. Voilà, pour 18 mois, avant de partir à la retraite. Une retraite assez active, hein? Des têtes comme ça ne va pas à la retraite facilement. On ne peut pas vous lâcher comme ça, partir. Il faut quand même que votre expertise, vos compétences servent toujours la nation. Merci d'être avec nous. Alors, armée de l'air, on sait que le président Adema, il aimait la chasse. Au-delà de ça, vous aurez des anecdotes à nous raconter, mais en tant que SEMA, vous dites, donc, oui, chef d'état-major de l'armée de l'air, oui, madame. Vous confirmez un peu tout ce qu'il dit, M. Ouyaou? Son réveil tôt Moi, oui, quand j'étais au lycée technique de Lomé, ancien lycée technique à côté de la Poste, j'ai souvent entendu... À côté de la Poste? Oui, de la Poste, la Grande Poste. Où? Le lycée technique de Lomé. Pardon, il faut nous affaire un peu. Ainsi, dans nous là. Le lycée technique? Oui, le lycée technique. De Gomé, à côté du camp? Non. Il a été d'abord à côté de la Grande Poste de Lomé. Dans la zone de l'ENA, là? Oui, c'est ça. C'est après ça que l'ENA est venue. Ah, ok, d'accord. Donc, les amis, vous avez dormi moins ce soir. Donc, de 1970 à 1972, j'étais à l'internat de là-bas, mais le président Adema, c'est qu'on voit passer à 3h du matin pour la présidence. Je vous assure, tout à 3h du matin. Comme nous, on était en terminale, donc on ne dormait pas non plus. Hein. Moi, je révisais tout le temps le convoi passer à 3h du matin, souvent. C'est-à-dire qu'il est déjà réveillé. Oui. C'est-à-dire qu'il est prêt jusqu'à sa voiture passe par là à 3h. À 3h du matin, je vous assure tout. D'accord, ok. Very good. Alors vous, c'était quand la première fois que vous aviez vu le général Adema? C'était à quelle occasion? Vous aviez quel âge? Ça remonte à très loin. Je l'ai connu en juillet 1965. Oui, bien sûr, j'étais né, vous en faites pas. Je revenais de l'école militaire de Bergerville avec 3 de mes
et compatriotes. Nous venions de finir la classe de 6e et nous devrions être présentés au chef d'état-major qu'il était. Il était commandant et l'état-major se trouvait actuellement à l'emplacement de l'ESSAL. Oui, l'école des services de santé de l'armée de Lomé. Voilà. Oui. Donc, on nous introduisait un à un, on saluait. Hey. Et alors là, le conseiller technique prenait les 3 bulletins de l'année, il les lisait. Devant Alors, le général. bien sûr. Je suis foutu. Alors là, on tremblait. Et comment? J'imagine. On tremblait parce que quand les notes n'étaient pas bonnes, vraiment, il nous sermonnait. Mais il n'était pas du tout content de nos premiers résultats quand nous sommes allés là-bas. On découvrait aussi l'école internationale, l'école militaire préparatoire technique de Bégerville. Il y avait 8 pays. C'était une école française. Et bon, les Ivoiriens, eux, certains même d'entre eux faisaient la 6e avant de revenir recommencer la 6e. Donc ils étaient plus brillants que nous qui venions de la classe du CM2. C'est clair. Donc c'est en ce moment qu'il nous a reçus pour la première fois. Mais donc on tient le bulletin, on lit. On lit toutes les matières. On dit l'élève Aïeva et Sofa. Oui. Et puis vous-même, vous faites... On était vraiment intimidés. Français. Et puis... Oui. Dictée, question, lecture expliquée, mathématiques, tout ça. On passait individuellement. Individuellement. Et il avait le temps. Il prenait son temps. Mais il avait vraiment une méthode pour vraiment nous obliger à travailler. Il nous a chauffé. Il disait que si on ne travaillait pas bien, il allait nous ramener en cours d'année. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand nous allions repartir pour la 5e, si le premier résultat arrivait qui n'était pas bon, il allait nous faire rapatrier en même temps. Parce qu'il ne veut pas la honte du Togo. La honte là-bas? Donc la menace planait sur vous. Le retour honteux au pays ou la réussite? Le choix était clair. Donc quand on quittait son bureau et qu'on rentrait, ce n'était plus des vacances, c'était plutôt des cours. On passait les cours avec nos grands frères pour essayer de renforcer nos capacités dans les matières où nous étions vraiment un peu faibles. Alors, rencontrer un chef d'armée comme ça, et vous qui étiez tout jeune dans une école militaire, vous envisagiez déjà une carrière militaire où il devait vous inspirer, ou alors vous deviez vous dire, c'est quoi cette affaire-là? Dans quelle galère je me fourre là? Non, même quand nous sommes partis à l'école militaire, nous ne savions pas très bien quel serait l'avenir, mais on y allait parce que c'est mon père qui m'a demandé d'y aller. Donc j'ai commencé cette école militaire, mais elle était très prestigieuse. Donc au moins on allait acquérir un savoir. C'est clair. Et c'était ça qui était important. Et la devise, c'était s'instruire pour mieux servir. C'est clair. Alors ça, c'était au cours de votre formation. En tant que professionnel maintenant engagé, vous avez quelque chose qui vous revient par rapport à une première rencontre avec le président, le général. Est-ce qu'il se souvient même qu'il vous avait boosté là, quand vous étiez en 6e? Est-ce qu'il s'est souvenu de vous après? Oui, il se souvient de moi parce que c'est lui qui m'avait d'abord envoyé à l'école militaire. Déjà, oui. Donc régulièrement quand même, je le voyais pendant certaines vacances. Ok. Puisque j'étais aussi avec son cousin qui était avec moi. Donc quand je venais à la maison, j'allais le saluer. Maintenant, la première rencontre après la formation, c'est quand je suis revenu de l'école de pilotage du Brésil. Donc il nous a reçus. Et là, bon, c'était le début de notre travail professionnel. C'est cela. Voilà. C'est cela. Bah, on a le temps, hein, on a le temps de parler de tout ça. Pour cerner l'homme, pour parler de l'homme, j'ai choisi de parler du soldat qu'il était, du soldat et de l'officier. On parlera ensuite du chef de l'État qu'il était, on parlera du père de la nation qu'il était, puis on verra la mémoire qu'il laisse au Togolais puis au monde entier. Monsieur Ouyao a fait un grand travail pour retracer l'histoire du soldat Eyadema, de Lomé, de Dahomey, au Niger, en France. C'est quand même pas un individu qui est passé comme ça sans marquer tout son parcours. Hein. Eyadema, soldat, il part de Lomé, il va s'enrôler au Dahomey. L'histoire commence par là, c'est ça? Oui, effectivement. Et là, bon, il y a le général qui est là. C'est vrai que, bon, et comme ils sont de l'armée aussi, ils connaissent un peu tout ce circuit. Donc, je parlerai un peu sous le contrôle du grand frère. Moi, c'est le chercheur. Donc, lui, c'est le praticien. Donc,
effectivement, le président Adama s'est fait enrôler comme soldat parce qu'il faudrait que je situe un peu le contexte historique qui fut le nôtre, c'est-à-dire celui du Togo, dans les années 1953. Depuis même 1922, le Togo avait déjà un statut particulier et même à la signature des textes de la Société des Nations Unies, il était bien inscrit dans l'une des dispositions que la puissance coloniale qui devait prendre les destinées du Togo après donc la Première Guerre mondiale et le partage du territoire allemand entre les Français et les Anglais, il était bien signifié qu'il n'était pas autorisé à la puissance coloniale qui devait diriger le Togo de faire asseoir une armée comme cela se fait dans les autres colonies. Cette disposition a été reconduite à la faveur donc, de la Deuxième Guerre mondiale, donc après la Deuxième Guerre mondiale, dans les dispositions régissant donc, le Togo, notamment en ce qui concerne la tutelle. Donc, également, le régime de tutelle interdisait l'installation des bases armées, ou en tout cas d'une armée de ce nom au Togo. Donc, il y avait ce régime spécial dont bénéficiait le Togo, mais également aussi certains pays comme le Cameroun. Donc, il n'était pas permis à la France de lever les armées dans notre pays, comme cela était le cas dans les autres pays. Et donc, pour ce faire, tous les Togolais qui avaient, n'est-ce pas, qui voulaient faire carrière dans l'armée, tous ces Togolais devaient passer par ce qu'on appelait à l'époque un engagement volontaire. Donc, ils devaient souscrire à un engagement volontaire. Et il y a donc un formulaire sur lequel se trouvaient toutes les conditions qui montrent que non, le Togolais en question qui veut embrasser le métier des armes n'y est pas allé sous la contrainte de la métropole, mais plutôt lui-même il aime le métier des armes et il est parti pour faire la demande et intégrer l'armée. C'est ainsi donc que le président Adama est rentré aussi dans l'armée française en faisant naturellement une demande d'engagement volontaire. Et là, c'est au Dahomey qu'il a été fait enrôler. Donc, naturellement, toute sa formation de base, il a fait ici et après, il a continué au Dahomey. Au Dahomey, c'est cela. Et avant de partir au Dahomey, vous parlez de formation de base. Ce n'est pas un jeune Togolais, pas diplômé, non instruit, qui s'engage dans l'armée. Et Adama avait le niveau de CM2 de l'époque. Et quand on entend les aînés parler de CM2 de l'époque, ça n'équivaut pas... Notre bac aujourd'hui n'équivaut pas au CM2 de l'époque. Non, vous savez, je vais peut-être, si vous avez un jour l'occasion donc de lire l'ouvrage en question. Nous parlons de cet ouvrage, sur les traces du soldat et Voilà. Donc, si vous avez un jour l'occasion de le lire, vous verrez que même au niveau de certaines colonies, je prends le cas de la colonie voisine du Dahomey, entre-temps, les autorités françaises voulaient déjà commencer par voir dans quelles conditions on pouvait former les élites des nouvelles des armées françaises en perspective. C'est-à-dire qu'il fallait avoir des cadres pour pouvoir les former afin que demain, ils puissent prendre la relève de la formation des militaires dans leurs pays respectifs. Et je crois en 1952, par exemple, le gouverneur Bonfils, donc du Dahomey, a envoyé une circulaire qui était d'ailleurs aussi valable pour le Togo, valable en ce sens aussi que le gouverneur du Togo aussi avait fait les mêmes remarques lors de l'enrôlement, qu'il est temps qu'on recrute au niveau de chaque colonie des personnes diplômées, des personnes qui ont un haut niveau, afin que ces personnes demain puissent, n'est-ce pas, continuer poursuivre la formation de la future armée. Et donc, à l'époque,
quand ils ont envoyé la note circulaire qui demandait, qui exigeait de faire tout pour trouver de très bons éléments, c'est-à-dire de très bons autochtones qui ont un niveau assez élevé, ils ont mis entre parenthèses qu'il faut absolument qu'ils aient le niveau CM2. Voilà. Évidemment, si des gens se mettent aujourd'hui à l'aune d'aujourd'hui et parlent de CM2 de l'époque, et s'ils parlent ça par rapport à la période d'aujourd'hui, ils ont complètement tout faux. Ils ont tout faux. Oui. Donc à l'époque, n'est pas au CM2 qui veut. C'est clair. C'est des gens qui, quand en 1953 tu es au CM2, ben attends, ce n'est pas n'importe qui. Oui, donc, c'est comme ça aussi qu'il a été enrôlé et il avait le niveau CM2. Et d'ailleurs, ça a été, quand il était dans l'armée, il a reçu plein d'amis. Quand ils viennent, j'étais son attaché de presse, quand ils viennent, il appelle Étienne. Ah, vraiment, l'autre fois, là, quand tu nous enseignais, parce qu'il était instructeur au début. Donc, quand il était instructeur, bien de ses camarades qui étaient enrôlés à l'époque, qui n'avaient pas été à l'école, c'est lui qui leur apprenait à lire et à écrire. OK. Voilà. Donc naturellement, ce n'était pas un illettré. C'est pas un illettré. Non, qu'on a recruté, bien au contraire. Dans le contexte de l'époque, c'est une personne assez instruite. Le CM2 d'avant, là, je n'étais pas là, hein, mais quand on entend les aînés en parler, ça dit que c'est Dieu, même, ça ne peut pas entrer en match avec notre bac d'aujourd'hui. Il paraît même, le CEP, c'était voilà quoi, le Graal. Il peut confirmer. Alors moi, en général, le CEP de l'époque ici, ce n'était pas rien. Moi, j'ai passé le CEP en 1963. Ouais, j'étais né aussi. Donc, vous voyez, les tests, la dictée question était éliminatoire d'abord. Voilà. Première matière, dictée question, oui. Vous partez d'abord. Elle était éliminatoire. Et donc, c'était pas... C'était l'affaire du train. Mais quand on commençait les répétitions pour le CPE, c'était tous les jours la dictée question. Et avant même que la dictée ne finisse, vous receviez les coups. Vous faites une faute déjà, le maître... En pleine dictée, il cogne. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment faire attention. Oui. Bon, mais le Mamadou Ibineta était assez expressif et pédagogique aussi. J'aime bien ce livre-là. Oui, c'était vraiment un bon livre. Oui. J'aime bien ce livre-là. Oui. Et c'est autour de ce CEP qui avait l'histoire du train de 8 heures. Oui, le 8 heures, et il y avait les badauds qui étaient là, qui attendaient pour crier sur ceux qui étaient éliminés. Tout ça. Donc, Yadema avait le niveau CM2 et donc il va se faire enrôler dans un contexte où l'on cherchait des cadres à former pour la il s'est fait engager donc, comme volontaire dans l'armée française en mai 1953. Et donc, après, il a reçu sa première formation de base ici à la place d'armes de Lomé et immédiatement après la formation de base a commencé le périple des combats à l'extérieur et dont nous aurons à parler dans la suite de l'émission. C'est cela. Nous en parlerons donc et de ces formations à l'étranger, des formations pour lesquelles entre autres le tirailleur et Adema c'était pour réussir à l'aptitude, évaluation aptitude à faire un gradé, a obtenu le CA. Le CA, c'est quoi? Certificat d'aptitude. Voilà. Certificat d'aptitude de sergent, avec la note de 14,13. Ce fameux 13 là. Déjà sa note, là, il y a la note de 14,13 au certificat d'aptitude de sergent. Oui. Et Adema aime le 13. Oui. Bon, ben, Adema aime le 13. Mais il y a une histoire autour de ce 13 que vous allez nous raconter. Oui, non, au fait, vous savez, et je parle sous le contrôle, sur cette affaire, je vais parler sous le contrôle. Et puis c'était une mention assez bien. Hein, vous savez, les militaires, souvent, pour le militaire, il y a quelque chose qui l'identifie. C'est son numéro matricule. Ah, pour tous les fonctionnaires, hein. Tamou, c'est quoi ton matricule? Ouais. Non, pour les militaires, ils connaissent ça par cœur. Tu le réveilles, il te récite ça. Quand il se présente à une personne, il donne son nom suivi de son numéro matricule. Oui. Je ne sais pas si c'est ça. À son supérieur, ok. Voilà. Quand il se présente à son supérieur, il donne son nom et son numéro matricule. Alors, il se fait que le numéro matricule du président Yadema finit par 13. C'est l'histoire à savoir.
Ah bon, son numéro matricule finissait par 13. C'est fini, ça Le finit par soldat. 13. Alors, excusez-moi, hein. Est-ce que le numéro matricule, on lui a attribué quand il s'est fait enrôler au Dahomey là? Et puis tu le gardes à vie ou bien c'est des numéros qui changent? Non, 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 ça ne change. Le garde à vie. Le seul numéro qu'il a eu depuis Dahomey là? Oui, oui. Tant Jusqu'à qu'il- l'armée française? Oui, c'est ça, c'est puisqu'il était enregistré sur le registre de l'armée française. Donc c'est ça, il fera toute sa carrière avec ce numéro matricule. Philippe, qui finissait par 13. Ça finit par 13. Est-ce qu'on peut supposer que c'est de là que vient peut-être son amour, ou alors c'est ça supposé c'est non, dans ça- l'opinion, oui, le vous 13 savez c'est aussi- rattaché vous savez, à il y a- Gnessine il y a- Belladema, il y et a puis le aussi- 13 janvier, et puis tout ça. Et il y a aussi ça que les militaires attachaient une importance à cela. Et chaque militaire estime que son numéro, c'est son porte-chance en quelque chose. C'est son porte-bonheur. Voilà. Et donc, parfois, leur numéro, certains même s'amusent à s'appeler à travers leur numéro en classe. Et ils font suivre. Bon, donc, le numéro matricule pour un militaire, c'est très important. C'est pas, nous, les civils, on ne sait même pas. Moi, je n'ai jamais jeté un coup d'œil pour savoir quel est mon numéro matricule dans la fonction publique. Il faut que je me ne sais rappelle même pas. de l'immatricule de ma Voilà. voiture. Donc, mais pour le Déjà? militaire, c'est vraiment pour le soldat, c'est ça, quoi. Ce qu'il dit, c'est vraiment important. Moi, mon numéro matricule de l'école militaire préparatoire technique de Bergerville, c'est un porte-bonheur pour moi. Chaque fois que je vois ces 4 chiffres-là apparaître, je sais que vraiment, c'est bon pour moi. Voilà. Ah, c'est à lui. Donc, il y a plein de militaires qui vont jouer à la loterie avec lui. Là, Renato a dû s'enrichir avec les numéros matricules des militaires. À la fin de l'émission, je vais prendre le numéro matricule du général. Pour aller jouer. C'est pas bonheur pour lui. Il n'a pas dit ça peut être pour vous. Hein. Non, il n'a pas dit. Ah, super. Donc, alors, est-ce qu'on peut supposer que c'est par rapport à ça que le chiffre Oui, parce que 13, par exemple, quand ils donnent les rendez-vous, parfois ils peuvent vous dire, bon, écoutez, venez demain, je vous reçois à 13h13. Ou bien il te dit, je vous reçois à 14h13. Ah non, c'est vrai qu'il disait ça, les gens. Oui. À 13 Oui, il a- oui, oui, oui. Il donnait des rendez-vous. Alors, un jour, Mais comment je vais il a savoir qu'il donné est un 13? Parce rendez-vous que les comme ça montres ne pas le. à- S'il est 14 chez lui, puis il est 13 chez moi. Il vaut mieux arriver un peu plus tôt. Donc, il a donné un rendez-vous à un étranger qui est devenu plus tard un chef d'État de l'Afrique occidentale ici, dont je veux bien taire le nom. Si vous dites aussi, ça fait rien. Donc il n'y a pas d'enjeu. Non, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'enjeu. C'est le président sénégalais, l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. Ok, d'accord. Bon, lui, Donc, il vient et il le reçoit, et très bien, comme il se doit, bon, comme il le sait bien, il lui offre donc à manger, comme les brochettes, tout ça. Alors, vous savez, et il dit, bon, tu m'as dit que tu pars quand là? Le président Wade, enfin, il n'était pas encore président. Il lui dit l'heure du départ. Et il dit, bon, ok, je te prends demain. 7h13, c'est bon? Et Wade, il dit, mais comme c'est un chef d'État qui a parlé, Ah, tu as dit quoi? il va dire C'est quoi? oui seulement, tu vas dire. Voilà, il accepte. Et après, il sort et il m'appelle dans le couloir. C'est quoi 13 qui vient s'ajouter là-dessus? Et on lui dit, mais quand il a dit ça, il était là-bas. Pourquoi vous ne lui avez pas posé la question? Et vous venez de nous poser la question ici. Alors on a rigolé et on lui dit, vraiment, il faut être à l'heure. Effectivement, ce jour-là, lui, il était venu à 7 heures. À 13, il appelle le protocole, Fabrice paix à son âme. Il lui dit, je reçois Wade à 7h13. Donc Ah ouais. lui-même, il est ponctuel. Donc c'est un monsieur qui est ponctuel. Hein. Ben, attends. Ah, le général a dit, voilà, mon Dieu. Ah oui, il est ponctuel, mon général. Le président évidemment est à cheval sur l'heure. Comme ça, lui, on devait se taper beaucoup. Ah non, il est à cheval, c'est vraiment, c'est plus fort que lui. Non, ça, si vous ne respectez pas les heures, là, vous n'avez C'est aucune la chance première avec lui. chose que- La ponctualité. Qui C'est n'aime peut-être pas. la déformation professionnelle militaire. Ah, mais il a fait la guerre. Hein. Et la guerre, il y a des heures qu'on vous fixe pour lancer un assaut. Il faut respecter ça parce qu'il y a des conventions.
Et donc là, vraiment, si vous ne respectez pas les heures, vous ne pouvez pas passer. Mais là, s'il donne rendez-vous à 7h13 ou bien 6h13, je veux tout le monde que je le veux. Au-delà du numéro matricule, est-ce qu'il n'y a pas aussi par hasard tout le mysticisme qui entoure le chiffre 13? Moi, je suis né un 13 juin et je trouve que c'est un beau chiffre. Mais il y a d'autres qui trouvent que ça ne porte pas chance, le 13. Je pense que c'est un chiffre puissant. Bon, à l'aune de tout ça, on peut le dire. Hein. À l'aune de tout ça, on peut le dire. Est-ce qu'il n'y a pas tout ce mysticisme? Commencez pas à donner des rendez-vous avec 13. Faut y penser. J'apprends hein. des choses, bien sûr. Non, est-ce que vrai, au-delà, vous qui étiez proche de lui, au-delà d'avoir 13 à la fin de ton numéro matricule, est-ce que ce 13 qui était là, qui lui, il prenait comme un chiffre de bonheur, tout un mysticisme, est-ce que le mysticisme n'a pas joué aussi dedans? Non, vous savez, il faut chacun croit à un certain nombre d'éléments qui entourent sa vie personnelle pour conjurer soit certains sorts, mauvais sorts, ou bien soit pour avoir de la chance, ou bien il pense, par exemple moi, si tu veux me faire du mal, ne choisis pas le mois de juin. Tu as tout faux. Vous avez... Ah, ok, d'accord. Vous êtes le mois de heureux, juin, même si c'est camion, si c'est avion, je tombe de l'avion et je ne vais pas mourir. donc, il faut sortir juin de vos plans si éventuellement vous avez donc, c'est une manière de vous dire que chacun a quand même dans sa vie un certain nombre de choses auxquelles il croit fortement que telle chose m'apporte chance ou bien telle chose n'est pas compatible, n'est-ce pas, avec mes projets, avec ce que je veux concevoir comme projet. Donc, vous voyez, on se méfie de ceci ou bien on arbore ceci. Vous savez, nous croyons, hein, chacun croit toujours à quelque chose. C'est à se demander finalement, donc, c'est fort de ça qu'il aurait planifié un 13 janvier. Il a choisi le 13 où ça s'est tombé dessus pour confirmer encore que le 13, c'est vraiment son chiffre. Franchement, je peux le dire. Je suis historien, je ne suis pas... Vous n'avez pas cherché par là? Un prévisionniste. Surtout ce que je sais, c'est que bon, le 13... c'est son numéro matricule fini par 13. Je sais qu'il utilisait beaucoup le chiffre 13 quand il veut donner rendez-vous. Bon, le hasard de l'histoire a fait aussi que le chiffre 13 est très important dans une certaine mesure dans l'histoire du pays, puisque bon, il y a eu des changements qui sont intervenus dans la vie nationale, dans l'évolution politique du pays. Et donc, ça c'est une autre affaire. Mais pour le 13 janvier et pour le 13, le chiffre 13, c'est ce que je sais que je dis. Je ne peux pas aborder des choses que je ne maîtrise pas. Ça, je suis historien. Si c'est pour parler des faits historiques, là, je peux en parler. C'est cela. Alors, le soldat qui s'engage avec son niveau, rapidement, il a gravi les échelons et il était sous-officier dans l'armée française. Il a atteint le grade de sous-officier dans l'armée française. Avant de quitter, son dernier poste, c'était, n'est-ce pas, le Niger, et plus précisément à Tontibia. Avant d'aller en France? Non, son dernier poste avant de revenir au Togo. Ok, d'accord, super. Voilà. Et donc, quand il revenait au Togo, il avait le grade de sergent-chef de première catégorie. Et pour ceux qui ne comprennent pas, c'est celui qui vient avant quoi? Sergent-chef, là, mon général. Voilà. Le sergent-chef vient avant le grade d'adjudant. Voilà. On est encore loin. Adjudant vient avant quoi? Qu'est-ce qui vient avant lieutenant? Adjudant-chef. Adjudant-chef. D'accord. Donc, sergent, c'est juste à un palier. Sergent-chef. Oui, à l'époque déjà, c'était vraiment très élevé. Voilà, pour l'armée française. Voilà. Donc, c'est les sous-officiers, ça? Oui, c'était tout sous-officier. C'est sous-officier. Donc, il était sergent-chef quand il quittait Tondibia. Mais écoutez, tenez, il était adjudant de compagnie. Même, quand bien même il y avait des Européens avec lesquels il était à la compagnie là-bas, il était adjudant. C'est lui qui était nommé adjudant de compagnie. Donc, il quittait là-bas avec son grade de sergent-chef et adjudant de compagnie. C'était le dernier poste qu'il a occupé avant de quitter le Niger. C'était le dernier, à Tondibia. Dans son parcours de formation de ce genre,
il a dû marquer aussi. Vous êtes allé en France chercher, vous êtes allé en Algérie, vous êtes allé en... Bon, en Algérie, c'est pour la guerre, mais en France et au Niger, tout ça pour les formations. Vous avez vu quand même des remarques qui étaient faites sur le soldat. Je crois que si après, vous aurez l'occasion de parcourir l'ouvrage. Et je me suis basé sur les documents d'archives, parce que nous, les historiens, c'est ça ou rien. Si vous n'avez pas des documents d'archives fiables, ce n'est pas, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, convaincre dans votre démonstration des faits que vous voulez rendre plus intelligible. Et donc, pour pouvoir faire ce travail, qui m'a d'ailleurs pris plus de 4 ans, j'ai dû faire éplucher beaucoup de documents d'archives, y compris, par exemple, en France, où j'ai été aux archives des armées coloniales françaises. Et j'ai été aussi au Niger, j'ai été aussi au Dahomey, j'ai été aussi en Chine, puisque la Chine actuelle faisait partie de l'ensemble colonial appelé à l'époque l'Indochine, où il avait combattu, et plus précisément donc au Vietnam, puisque le Vietnam, tout ça, ça faisait partie de l'Indochine. Et ça, je crois qu'il rappelait souvent ça aux militaires, qu'il a fait la guerre, on va dire tout ça. Il a fait la guerre d'Algérie, d'Indochine, là, sur le... Oui, mais bien sûr, ce n'est pas des inventions. Oui, il a fait pratiquement près de 2 ans sur le front de guerre, donc à Saigon, plus précisément, en Indochine. Et c'est plus précisément à Saigon qu'il a combattu. C'est d'ailleurs là-bas qu'il a eu son premier... Il a eu le grade de caporal avant de revenir. Alors, je parlais de ces notes, du personnage, du soldat en formation qui réussissait bien. Vous avez retrouvé quand même des traces, on le voit dans le tout document. Tout à fait. J'ai retrouvé des traces qui montrent... Puisque là, le général Aïva peut être plus... Par exemple, on vous note sur tous les plans. Par exemple, si tu prends une note, il y a, par exemple, si tu es sous-officier, ça veut dire que déjà tu peux commander. Donc, on va voir comment tes aptitudes pour le commandement. Voilà. Si tu es sous-officier, la tenue. Oui, par exemple, on l'a félicité pour ses notes à l'issue du 3e trimestre 1957. C'était où ça? Alors, 57. Alors, à l'issue du 3e trimestre 1957. 57, oui, c'était au peloton de 2e catégorie. Voilà, au peloton de deuxième catégorie. Donc, ça veut dire qu'il avait passé le peloton de 2e catégorie pour être sergent. Sergent. Alors, emploi tenue, élève au P2 de 2e catégorie. Voilà. Instruction militaire, TB, très bien. Très bien. Voilà. Valeur physique, fort. C'était une force de la nature. Sport pratiqué, 400 mètres. Ah oui? Ah oui. Ouais, pour être né dans les montagnes là-bas, c'est normal. Valeur au tir, bien. Oui. Tenue, très bien. Oui. Tenue, c'est quoi la tenue? La tenue militaire. Même président, vous voyez le monsieur, il est élégant, genre. C'est-à-dire qu'il a ça dans le sang. La tenue vestimentaire, parce que... Déjà de petits soldats? Oui. Le militaire doit être toujours bien habillé, la tenue bien repassée, aucun bouton ne doit... Quand je vois des militaires qui sont mal habillés ici, je suis moi-même fâché. Ah oui, c'est on en rencontre en circulation, en ville, mais qui sont pas loin de débrailler, en général. Ah oui, c'est ça, le terme même, maintenant, quand je vais les rencontrer, je vais vous les signaler. Le terme, justement, quand on punit quelqu'un qui est mal habillé, on dit tenue débraillée. Tu vois. J'en ai vu, il était en tapette, il a porté son pantalon trié avec le t-shirt militaire là, et ça se baladait. C'est impossible. Punition. Moi-même, prochainement, je vais les punir et puis je vais vous rendre compte. Je vous en prie. Alors, conduite, donc tenue déjà, soldat, très bien. Conduite, très bien. Connaissance du français, CM2, s'il vous plaît. Voilà. Esprit, très bien. Oui. Aptitude à faire un gradé. A obtenu le CA, le certificat d'aptitude de sergent avec la note de 14,3. Mention, assez bien. Rang 4e sur 10.
appréciation d'ensemble, écoutez-moi ça, fera un très bon sous-officier. Note donnée par le lieutenant Veillon, proposé caporal-chef 18 sur 20 et sergent 17 sur 20. C'est-à-dire que déjà, soldat, c'est les gens qui le notaient. Ici, il n'y avait aucun enjeu hein, à l'époque. Non. Mais c'est nous, c'est-à-dire c'est pas comme pour dire qu'on encense quelqu'un, non. C'est les faits historiques. C'est les faits historiques que l'on relève, c'est tout. C'est les faits historiques que l'on relève. On ne juge que votre comportement réel. C'est ça. C'est ça, c'est les faits historiques que l'on relève. Et ça, c'était, je pense, c'était dans l'armée française, mais en Afrique. Mais même, il est parti, il a continué sa formation en France. Oui, donc il a fait... Normalement, il devait aller en France, là, lorsqu'il était pratiquement vers... il était déjà sergent-chef de première catégorie, et il avait postulé pour l'école des Fortons. Voilà, donc l'école des officiers de Fréjus. Et le dossier était très bien, etc. Et comme il était un très bon sous-officier, d'ailleurs, je crois que lors de mes recherches, j'ai vu une de ses notes où déjà, à l'époque, la hiérarchie militaire disait que c'est un sous-officier très bon qu'il convient de suivre de très près. Ah, ok. Voilà. Et donc, quand il a formulé une demande, quand il était sergent-chef de première catégorie, d'abord, après, il a fait le CIA. Oui. Voilà, donc il a fait CIA, le CIA. là, à part ce qu'on voit dans les films, c'est quoi? Non, CIA, c'est le certificat interarmes. C'est le certificat interarmes, c'est pas le CIA. Des films. Voilà, c'est le certificat interarmes. Alors, au certificat interarmes, il l'a passé avec les sous-officiers blancs. Il était sorti premier. Mais comme c'est un noir qui est premier, c'est après qu'il a appris, hein, quand il est devenu président, qu'il a appris. Le blanc ne peut pas vous donner la première place alors qu'ils sont là, et on l'a mis deuxième. C'est pas grave. Après, c'est ce qu'il a dit. Quand lui, il a même appris ça après, il a dit que c'est pas grave. Même le fait de lui avoir permis de passer l'examen, ça lui suffisait. Voilà. Allez. Donc, il a fait après une demande pour rentrer à l'Effortum, donc l'école des officiers, pour sortir officier. Mais évidemment, sa demande intervenait au moment où le processus de démobilisation des troupes coloniales noires avait commencé. Parce que n'oubliez pas, la France avait recruté massivement donc, les autochtones de ces colonies. Et donc, ce que nous appelons chez nous ici les tirailleurs, les avaient recrutés massivement dans le cadre des guerres d'Indochine et d'Algérie. Et comme l'Algérie, l'Indochine, déjà avait échappé à la France, donc, et après, l'Indochine a échappé à la France, la guerre d'Algérie a été très atroce, et donc, finalement, la société française se divisait à cause de la question algérienne, où il y avait des milliers de morts. Et donc, finalement, De Gaulle a dit, bon, écoutez, nous ne pouvons pas continuer à nous embourber dans une guerre, laissons leur indépendance. Et donc, lorsque l'indépendance était donc envisageable dans quelques années, la France avait estimé que ce n'était plus nécessaire de garder ces troupes qui vont lui coûter trop cher. Et il a commencé un processus de démobilisation. Et donc, le président Eyadema aussi, bon, à l'époque, il était sergent-chef, a été concerné par cette démobilisation. Mais déjà, son dossier était accepté pour voilà, pour l'école, n'est-ce pas, d'officiers. Évidemment, comme il y avait la démobilisation, ça n'a pas marché. Mais aussi au plan intérieur, le président de la République, Sylvanus Olympio, n'était pas très chaud pour les armées. Et d'ailleurs, dans l'une de ses interventions, dans le cadre, n'est-ce pas, des tensions qui existaient à l'époque entre le Togo et le Ghana, il avait dit ouvertement que lui ne va pas dépenser son argent pour les armées. Et donc, toutes les formations qui étaient acceptées par la métropole, notamment en ce qui concerne la formation des officiers, par exemple, Gado, le commandant Gado, qui actuellement, il est vivant, il avait réussi aussi. Il était ensemble, là, il était avec Eyadema. Oui, pour passer, n'est-ce pas, le grade de sergent. On a une photo où ils sont encadrés tous les deux, on peut voir ça. Voilà, c'est le dernier carré pour passer le grade de sergent première catégorie.
Et donc, le président Sylvanus Olympio, ce n'était pas... Sa priorité. Ce n'était pas sa priorité. Les investissements. Et donc, par conséquent, comme ce n'était pas sa priorité, il estimait que c'était pas... Il ne voyait pas... C'était pas utile de faire les dépenses pour l'armée. Évidemment, tous les Togolais qui étaient retenus, bien de Togolais qui étaient retenus pour aller faire le cours officier sont revenus, y compris le Gado, qui était accepté pour aller faire le cours officier. Mais le budget, l'État n'avait pas le budget, n'avait pas la priorité d'investir dans ça. Ça allait grever le budget de l'État pour rien et qu'il ne pouvait pas faire des dépenses pour l'armée. Donc c'était une option politique du président Sylvanus Olympio. Pour sortir de l'armée et aller peut-être vers l'homme politique, vers le président, est-ce que Gnassingbé Eyadema était cuisinier dans l'armée française? Oh, écoutez... Moi, ça se dit qu'il est cuisinier. Parce qu'il s'est préparé. Voilà. Pourquoi? Vous qui avez été sur cette race? Non. Non, vous avez le général a tiqué en même temps. Comment, oui. Attendez, c'est un fantassin pur et dur. Fantassin, c'est quoi? En fait, fantassin, c'est-à-dire c'est ceux qui combattent à pied, l'infanterie. Voilà, l'infanterie. Donc, il était au combat, au front. Il n'était pas cuisinier. D'où vient cette propension à lui coller la cuisine? Non, voilà. Il paraît que le monsieur sait cuisiner. Je vais vous dire... Vous savez... bon, là, l'historien parle. Il faut pas, ce n'est pas la peine c'est nos hommes politiques, c'est nos dévancés, c'est nos pères. C'est comme, par exemple, s'agissant de ce dossier spécifiquement, il y a certaines personnes, je vais parler du dossier du président Eyadema pour les Fortum. Certains ont voulu insinuer que le président Sylvanus Olympio avait rejeté son dossier, comme si le président Sylvanus Olympio avait quelque chose contre le sergent Eyadema à l'époque. Non, il ne connaissait même pas le sergent Eyadema. Il ne connaissait même pas le sergent-chef Eyadema. Mais c'est que le refus du dossier du sergent-chef Eyadema rentrait dans le cadre d'une politique nationale globale. Et ce n'était pas destiné à visé par le président Sylvanus Olympio. Il faut le dire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas... Il faut laisser les historiens qui font la politique et qui font de l'amalgame. Non, moi, je suis un historien pur et dur. Je dis ce qu'il y a. Voilà la vérité historique. Maintenant, s'agissant de la question des gens qui écrivent, vous savez, les gens ont écrit beaucoup de choses sur le président Eyadema. Parfois, sans aucune source, sans aucune démonstration, ils arrivent à des conclusions hâtives qui ne sont pas basées sur rien. Et les gens disent qu'il était cuisinier. Sur la base de quoi? Rien. Vous pouvez prendre l'ouvrage qui a été fait là-dessus, sur le président Eyadema. Je ne sais pas est-ce qu'il connaît même le chevet qui mène à la cuisine. Je ne crois pas. Dans l'armée. Mais ce que je sais, c'est que le président Eyadema, quand par exemple même il commande les repas, parfois c'est lui qui dit au cuisinier, vous savez, je vous ai dit que vous allez préparer la sauce. Il y aura, par exemple, vous allez utiliser la potasse. Donc, faites attention pour ne pas mettre beaucoup de sel, parce que la potasse est déjà salée. C'est lui qui donne les instructions comme ça? Oui. Voilà. Et parfois, il leur dit, bon, écoutez, j'ai dit, ne mettez pas trop ceci, ne mettez pas... Pourquoi? Il s'est préparé. Effectivement, il donne les instructions aux cuisiniers. Pourquoi? Parce que le président Eyadema vient d'une famille où il n'y avait pas de filles. Ses frères, leur maman avait 4 enfants. Et 4 Tous garçons? des garçons. OK. Des garçons. Est-ce que vous attendez bien? C'est ça la vérité historique. Et donc, le président Eyadema et ses frères ont grandi, le papa ne vivant pas. La maman, comme toutes les autres mamans, allait souvent au marché. Une commerçante, oui. Mais si la maman n'est pas là, elle est allée au marché. Vous allez rester comme ça, alors qu'il y a la nourriture, pour que la maman vienne préparer. Ça fait que comme ça. Comme ça, son jeune frère, père à son âme, le connaître et tous, il s'est préparé. Il s'est préparé. Ce n'est pas ça, c'est... Voilà la vérité. Donc c'est depuis la maison qu'il s'est préparé. C'est depuis la maison, c'est tout. Et donc le fait pour les gens, quand ils les reçoivent, ou alors quand ils sont ensemble de voir, le président donne des instructions, aux cuisiniers de faire ci, de faire ça pour eux. C'est que c'est un chef cuistot. Des gens que je ne veux pas citer, des intellectuels togolais qui confondent
combat politique et vérité historique. ont écrit ça. Peut-être aussi qu'ils ne confondent pas le moment savoir-faire feu et savoir faire le feu. Voilà, vraiment. Et là, il savait faire aussi bien le feu que feu. Voilà, il a appris à faire le feu depuis le bas âge. Et puis après, quand il s'est engagé dans l'armée, là-bas, il faisait feu, il ne faisait pas le feu. Sur la question de Yadema était cuisiné, tout ça, voilà ce que je peux dire. Et c'est vérifiable, c'est des choses. Donc, voilà, il n'a pas... Attendez, quand même. Mais on vous dit que c'est... C'est un soldat, là. Que c'est un vrai soldat, quoi. Mais quand il partait, je crois que vous allez voir, même quand il a quitté l'Algérie, mais il faut voir la distinction qui lui a été attribuée par la France. Ce n'était pas n'importe qui. Il y a des moments, lors d'un combat, c'est lui qui était le chef de section. Ils ont été entourés par les Filaras. C'est quoi, Filara? Les Filaras, c'est les Filaras, ok, les Filaras, bien sûr. c'est les indépendantistes. Voilà. Donc, ils ont été indépendantistes. entourés par un groupe de Filaras. Et le chef de celui qui commandait, il commandait la section, mais au-dessus de la section, il y avait le lieutenant Roux. Le pasteur Roux. Le pasteur Roux que vous connaissez, qui vient souvent lors des événements du 24 janvier. Pasteur Roux était le chef du président Eyadema quand il était à Alphaville, en Algérie, lors des combats. D'ailleurs, c'est là-bas aussi qu'il a rencontré le président Chirac, qui était capitaine de l'armée de l'air. Donc leur amitié date de très longtemps. Quand ils parlent d'un ami et d'un frère... Donc les gens racontent des histoires et ils ne savent pas de quoi ils parlent. Voilà, donc c'est là qu'ils ont fait leur connaissance. Et Chirac était capitaine et il avait sous son commandement 8 avions de chasse. Et c'est là-bas aussi que Roux était lieutenant au moment où le président Yadema était sergent-chef. Mais Roux a été véridique lors de mes recherches pour me dire que lui, il a été bombardé lieutenant juste après son baccalauréat pour pouvoir commander. Mais qu'en fait, il ne savait pas manipuler l'arme et que c'est le président Yadema qui lui a appris la manipulation des armes. Alors, pour revenir à l'événement dont je vous parlais, pour revenir à cet événement, voilà ce qui se passe. Il défend le groupe et il permet à son groupe de se retirer. Mais après tout, 2 Filagas, au moins lui se retirait. Il y a 2 et 3 Filagas, donc 3 indépendants qui l'ont encerclé. Le président Yadema a pris tous les 3 Filagas. Il les a ramassés tous. On fait un balai chez nous, quoi. Il a utilisé les aptitudes des balades. Voilà. C'est un vrai ballon. Non, c'est vrai. Hein. Non, vous parlez dans le chose, mais c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Puisque quand ils se sont... Entre-temps, je crois que leur mission était finie et c'était... La mêlée. Oui, corps à corps. Donc il les a pris tous. Donc il les a pris tous. 3, il était là-dessus. Il les a même mis contre le sol. Il était sur les 3. Bon, alors, il ne pouvait pas se lever parce que s'il se lève, ils vont voilà. Détacher. Donc, il est resté. Et entre-temps, on cherche son retour, on fait tout, on ne va pas, il ne revient pas. Et donc, on met une troupe pour aller à sa recherche. Et on le trouve sur les 3. Yes. Et c'est comme ça ses amis ont pu voilà, on a pointé les armes sur les autres. 3, comme ça, il a pu se lever sans menace, sans risque. Il s'est levé. Vous allez voir, même dans la distinction qui lui a été attribuée quand il quittait donc la 66e bataillon en Algérie, on a bien écrit même dedans qu'il a pu immobiliser des adversaires et a pu même les anéantir jusqu'à ce que, n'est-ce pas, ses camarades viennent le trouver. Et donc, il a reçu une distinction exceptionnelle. Jusque-là, il n'y avait aucune menace, ou alors il n'y avait aucune ambition, genre que président. On ne parle que de... Non, c'est juste pour dire... On ne décrit que l'homme. On ne décrit que l'homme. On ne décrit que l'homme. Il serait général. On ne décrit que l'homme. Alors, mon général, comment décrirez-vous, brièvement, donc, cet homme au-delà de tout ce qu'on a dit déjà, quand vous l'avez approché, quand vous avez travaillé, déjà, qui vous sonnait, quand vous étiez en formation,
professionnellement, vous avez frotté. Qui était Yadema? Comment peut-on décrire le président Yadema? Tout ce que je sais d'abord, c'est que c'est un général d'armée. C'est un homme de rigueur. Ça explique tout. Oui, c'est un homme de rigueur. Et ça se déteint sur toutes ses activités. Il avait vraiment une passion il aimait vraiment la formation. Et c'était ça vraiment. Il a créé une armée de toutes pièces à partir du néant, une compagnie. Une compagnie, c'est quoi? C'est à peine 150 hommes maximum. Et il a transformé ça en une armée. Alors, quand il revenait au Togo, est-ce qu'il avait l'ambition de continuer dans l'armée? L'armée n'existait pas au Togo à l'époque, je me dis peut-être, hein, quand il était démobilisé, qu'il rentrait là. Il y avait un embryon. Oui, il y avait un embryon. Il y avait un embryon. C'était une compagnie, l'effectif de 120 à 150 hommes. 120, 150 hommes? C'est tout. Ah bon, et le président Sylvanus Olympio n'avait pas l'intention vraiment d'augmenter les effectifs. Oui, comme vous l'aviez expliqué déjà. Bon, oui. donc, à partir de là, ils sont repartis au village. Et donc, ce sont les événements qui l'ont amené où il est arrivé. Donc, c'était un homme qui avait envie vraiment de faire quelque chose pour son pays, mais d'abord l'armée. Quand ils sont arrivés, il a mis sa passion à former. Parce que sans formation, on ne peut rien faire, on ne peut rien construire. Mais surtout qu'il était formé pour être formateur. Après, il faut qu'il... Et ça se voyait directement déjà. Il savait que c'est à travers la formation qu'on peut créer quelque chose de solide. Donc il prenait de la patience. Si vous n'êtes pas patient, vous ne pouvez pas former quelque chose de professionnel. Voilà, c'était ça. Mais le plus important, ce qu'il faut retenir de lui, c'est qu'il aimait les hommes. Et il aimait les hommes, il aimait ses hommes. Et il vivait au milieu de ces hommes. La première des choses dans le leadership d'une armée, c'est les officiers doivent aimer leurs hommes. Oui, si vous voulez les commander et si vous voulez qu'ils vous suivent, il faut les aimer. Mais les aimer, ce n'est pas leur donner des bonbons. Qui aime bien, châtie bien. Voilà un peu le terme. Donc il châtiait bien. Hein? Ah non, dans l'armée, toutes les fautes doivent être punies. C'est pour redresser tout simplement la discipline. C'est pas méchant. C'est-à-dire que c'est pas méchant. Hein. Non, c'est pas méchant. Mais je t'enferme, je t'envoie en tôle, mais c'est pas méchant. Et puis, il n'y a pas de haine. Et une fois que vous faites ce devoir de punir, vous êtes au moins satisfait parce que vous savez que même derrière vous, les choses vont continuer à aller dans le bon sens. Donc il était à cheval sur les règles. Il punissait, il récompensait. Tout gradé doit être à cheval sur vraiment le règlement. Déjà, tout gradé dans l'armée a le devoir vraiment de faire respecter la discipline. Et c'est à travers le comportement, à travers la ponctualité, à travers comment pourrais-je vous l'expliquer, mais ça dit, dans l'accomplissement du devoir, tout doit être bien fait. Il faut essayer d'atteindre la perfection. Quoique, peut-être pas il n'y la a pas la perfection, perfection, elle n'existe pas, mais il faut faire de son mieux ce qu'on est appelé à faire. Oui, d'une manière, dans la complémentarité, avec l'équipe, il faut atteindre les objectifs qui vous sont fixés au fur et à mesure par le commandement. Alors vous, en tant que chef d'état-major de l'armée de l'air, est-ce qu'il arrivait peut-être qu'il appelle directement, que vous ayez... voilà, qu'il vous ait, alors que vous l'ayez en interlocuteur direct, comment est-ce que vous vous sentiez au bout du téléphone quand vous saviez que c'était le président, alors le général qui était de l'autre côté? Vous n'étiez pas général encore? Non, j'ai été commandant de la base chasse de Jantougou avec le grade de commandant et puis lieutenant-colonel. Mais quand il avait besoin de savoir, d'avoir une idée sur la disponibilité des aéronefs, il pouvait appeler directement. Mais sinon, son interlocuteur direct, c'est le chef d'état-major général, qui avait toutes les données. Nous préparions les forces, que ce soit le chef d'état-major de l'armée de l'air prépare les forces, les avions, et les met à la disposition du chef d'état-major général, qui les tient à la disposition du président de la République. Maintenant, si le président veut une information particulière sur des aéronefs, il appelait directement. Et le chef d'état-major de l'armée de l'air pour lui demander quel est l'état de cet avion, ou bien quel est l'état de la maintenance, à quel moment cet avion qui est en révision va revenir de révision, ainsi de suite.
Voilà un peu comment ça se passait. Donc, c'était des liaisons hiérarchiques, des relations hiérarchiques et il n'y avait pas de temps. Mais vous étiez droit, même que ce soit au téléphone, mais vous étiez droit. Non, 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 c'était naturel. On savait que c'était notre chef et puis on le respectait. On lui présentait nos devoirs et puis on lui donnait les informations qu'il voulait. Alors, qu'est-ce qui pouvait le fâcher? Qu'est-ce qui pouvait le mettre dans une boule, mais grave? Ce qui pouvait le fâcher, c'est quand vous ne faisiez pas le travail qu'il vous donnait. Si vous n'accomplissez pas le travail qu'il vous donnait, ou bien si vous n'exécutez pas les ordres tels qu'il vous les a donnés, ou alors si vous étiez en retard, ainsi de suite. Les défauts de compte-rendu. Le compte-rendu est vraiment important pour lui. Et il dit que le compte-rendu a un âge. Le compte-rendu a un âge? Oui. Si vous avez un événement qui a eu lieu à 5 h du matin et vous attendez à minuit pour rendre compte, ça n'a plus, ça n'a plus vraiment... le compte-rendu a un âge. Oui, écrivez-moi ça quelque part. Le compte-rendu sauve-le sur le baptême. Ah oui, mais une fois que vous avez rendu compte, vous êtes soulagé. Parce que là, on ne vous reprochera pas de n'avoir pas rendu compte. Parce que lui, le chef, il reçoit des informations de toutes parts. Oui. Peut-être que votre compte-rendu, celui que vous allez lui faire, va s'emboîter. Ça va corroborer une autre information qu'il avait d'ailleurs et lui dire « Ah, donc si celui-ci m'a dit cela et que celui-là m'avait dit ça, donc ça veut dire que c'est un vaste mouvement qui est en cours. » C'est clair. Voilà, c'est ça. C'est clair. Oui. C'est clair. Monsieur Ouyo, qu'est-ce qui pouvait le fâcher? Vous avez vu fâcher déjà un jour? Je sais que vous avez subi des foudres. Chaque fois, nous engueulons. Donc, nous... Des mises à pied. Non, nous, chaque jour, c'est les engueulades. Donc, quand un jour, ils ne nous engueulent pas, même on se demande si on a bien travaillé. Donc, je me rappelle que dans mes premiers moments, ils nous avaient engueulé un jour. Le directeur du protocole et moi, vraiment, on était dépassés. Et le président Yadema, vraiment, c'est un bon père de famille. Il châtie et il sait aussi récompenser. Donc, il nous a tellement grondés ce jour-là. Il a dit que, d'ailleurs, que bon, il va nous chasser, tout ça. Protocole et moi, et on est allé, quand vous allez à l'Émoïde avant, bon, même d'ailleurs, l'arbre de continuité, il y a un monument là, sous lequel nous restons souvent, qu'on appelle l'arbre de continuité, construit, enfin, qui a été conçu par notre ancien, une grande personnalité de notre pays, l'architecte Paul Haï. Et on appelle ça l'arbre de continuité. Donc on reste souvent quand même nos grands frères viennent, souvent c'est là-bas que nous restons. Et quand ils l'appellent, bon, on va pour leur rencontre, le patron vous appelle, etc. Donc on était là-bas et vraiment on était complètement, on n'avait pas le moral. Et notre grand frère, qui était à l'époque, je crois, il était colonel. Je parle du général Bassavi Bonfo. Ah oui. Qui vient, il dit, qu'est-ce qui ne va pas? On le brosse rapidement à voix haute pour que le patron était en face pour qu'il n'entende pas. Il dit, mais attendez, nous, quand on avait votre âge, on cherchait que le patron nous engueule, mais on ne trouvait même pas. C'est quoi cette affaire? On ne trouvait même pas. Vous avez la chance que vous êtes... À côté. Vous voyez patron pour qu'il vous engueule. C'est quelle affaire ça? Et qu'eux, à leur époque, ils ne le voyaient pratiquement pas. Déjà, oui. Donc, vous avez la chance que vous voyez le patron, il vous engueule et vous... Écoutez, c'est comme ça qu'on travaille. Allez. Si on ne vous engueule pas, ça veut dire que vous ne travaillez pas. Donc allez vous faire le travail qu'on nous a demandé. Voyez-vous, donc, c'est pour vous dire que les engueulades, ça fait même que, bon, parfois, même s'ils ne nous engueulent pas, nous, on se demande même si ce jour-là, c'est bien passé, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il va bien? C'est bon, est-ce que tout se passe bien? Dans la préparation de l'émission, vous m'avez raconté quand même assez d'anecdotes. Et l'autre qui prouve encore que c'est un père de famille, c'est celui de votre mise à pied avec le geste effectif, là. Ouais, et puis, que lui-même contournait après pour vous mettre à l'aise. C'est des petites anecdotes, bon, mais bon... nous avions, vous savez, le président Yadema, la communication était l'un des pans les plus importants de la gouvernance du président Yadema. Il a attaché une importance
particulière aux informations. À tel point que, je vous le disais tout de suite, qu'il m'est arrivé un jour à 3 h du matin. Donc, il veut être au courant de ce qui se passe pour que, à la lumière des événements, il puisse, n'oubliez pas, même que sur le plan régional, il jouait un grand rôle de médiation, il jouait beaucoup de médiation. Et donc, il faut qu'il ait des informations suffisantes et vraiment un éventail d'informations pour pouvoir le guider dans ses actions. Et donc, quand il attache une importance à la communication. Donc, un jour, on avait eu une audience. Et vous savez que après l'audience, mes journalistes reprennent rapidement ce que donc, la personnalité qui a été reçue a dit. Et après, moi, je vois ça, j'essaie de redresser ça si c'est le son. Bon, j'enlève les parties qui ne sont pas... Mais l'idée reste, il n'y a rien qui change. Et donc, après, je lui rends compte. J'étais en train de faire comme ça, parce qu'on venait d'avoir une audience. Quand il y a une audience qui venait aussi de se passer, il sortait avec la personnalité. Il sort, il ne me voit pas. Alors vous n'étiez pas là-bas à la sortie? Je n'étais pas devant. Mais vous faisiez le travail de la première audience ailleurs. J'étais en train de faire le travail de la première audience. Et il demande, d'ailleurs, Colonquet, s'il peut vous raconter, hein, il demande, mais il est où attaché? Et on dit, mon général, il est parti comme ça. Là. Au même moment, le protocole, paix à son âme, Pabré n'était pas là aussi. Aïe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pabré était sorti à la devanture pour prendre, on a envoyé de l'ambassade de France un courrier destiné au président lui-même. Et Pabré était sorti pour prendre le courrier. Il ne voit pas l'attaché, il ne voit pas le protocole. On revient, il nous demande si c'est dehors que ça se passe ou bien c'est ici. qu'on a que mis à pied. Il se fait que Barké, qui était ministre des Finances à l'époque, était présent. Il appelle Barké, il lui dit, bon, les deux là, il faut leur donner une mise à pied, ça suffit comme ça. Ils viennent ici, c'est pour travailler ici ou bien c'est pour travailler au dehors. Oh, c'est le même travail là. Alors, le lendemain, le ministre Barké vient, il lui dit la même chose. Est-ce que tu as pris les dispositions? Mais ils viendront au service sans salaire, mais avec présence effective. OK. On est là, la fin du mois arrive. Le 5, 4 comme ça, c'est lui qui était le premier à nous regarder et il demande à Pabré, le protocole, mon Gérald, maintenant que vous êtes frappé par la mise à pied là, comment vous devrez... Non. Et Pabré nous dit, mon Gérald, je n'ai pas trouvé maïs pour envoyer à Moukaïla. Moukaïla, c'est son fils aîné en France. Je n'ai pas trouvé le maïs pour envoyer. Même attaché même à la maison, ça ne va pas. On finit les audiences et après, il nous appelle. Il nous donne à chacun 500 000 francs, ce que nous ne gagnons même pas. Il donne à chacun 500 000. 500 000 à chacun. Yeah. C'est bien la mise à pied. C'est super la mise à pied. Comme ça. Il avait pitié, alors que c'est lui qui avait donné les instructions. De couper le salaire. Il se demande, mais ces enfants-là, comment ils vont? Donc, voilà le père. Mais maintenant, entre-temps, il avait vérifié chez Barké. Ce que nous ne gagnons pas. Mais maintenant, entre-temps, il avait vérifié chez monsieur le ministre Barké s'il avait vraiment coupé. Le ministre Barké tu as vraiment coupé? Mais est-ce que les gens là, tu as appliqué la mise à pied, non? Il dit oui. Il dit oui. J'avais dit 2 mois, non. Il dit oui. Non, il faut pas, il faut laisser. Il ne faut pas, 2 mois, c'est trop. Ce mois-ci, ça va. Pendant ce temps, après, on a approché le ministre Barké, il dit que bon, si je fais ça, vous allez manger que moi. Je ne peux pas dire au patron, si je dis ça, il va me couper la tête. Et ça veut dire que je n'ai pas exécuté l'ordre. Mais il n'avait pas exécuté, voilà, mais il avait pitié aussi. Voilà. Donc, on fait quelques jours, peu de temps après, et un jour, on était à table, il nous avait fait le plaisir en nous invitant pour aller manger la pâte.
Et on dit que, ah, mon Gérald, si de temps en temps on peut être mis à pied. Il dit, voyou. Bref, voilà. C'est le personnage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il prenait? Qu'est-ce qu'il prenait? Voilà, donc, il avait pitié de nous. En même temps aussi, il fallait était vous furieux corriger. contre nous. Mais quand il a vu que c'est des pères de famille, si on leur coupe le salaire, alors qu'il travaille avec moi, le président de la République, le papa de tout le monde, ça fait un peu désordre. Donc, il était un peu peiné, il était un peu gêné, et il était le premier même à nous demander qu'est-ce que nos enfants... Qu'est-ce que nous allons faire de nos enfants à la fin de ce mois? Voilà. Alors, il aimait beaucoup la pâte. Hein. Il paraît qu'il aime, qu'il mange traditionnel, local. C'était leur traditionnel et local. Qu'est-ce qu'il prenait au petit déjeuner, par exemple? Non, je n'ai jamais pris le petit déjeuner avec lui. Alors, si vous savez, vous avez une idée, vous, de petit déjeuner? Il prend le petit déjeuner? Ah oui, bon, comme c'est de l'homme qu'on parle, c'est eux qui préparent souvent ces avions pour qu'on voyage. Mais je me rappelle que quand on voyage, ce que nous voyons, moi, c'est ce que ce que je dis, c'est vérifiable, ça n'a rien à voir, c'est ce que j'ai vécu. C'est le petit déjeuner du président Yadema est composé de l'haricot, de l'huile rouge. Si ce n'est pas l'huile rouge, ça peut être l'huile d'arachide, mais fait au village, de l'huile rouge, de l'haricot et du gali. Azoa. Ça, c'est... Vous pouvez... En tout cas, comme c'est de l'homme que nous parlons, comme c'est de l'homme en tant que... Comment il vit, je peux le dire, ça n'a pas... Je ne... Voilà. Non, il y a... Voilà. Donc, Novio, peut déjeuner, haricots, on s'y met. Alors, il aimait manger quoi, en général? Non, il mangeait vraiment traditionnel. Et l'anecdote que je veux citer, c'est quand il y a eu l'accident de Sarakawa, où il a failli mourir, il dit que sa maman est venue lui poser la question de le laisser, qu'il ne sait pas. Vraiment? Que c'est les feuilles de la sauce de feuilles de gombo qu'il mange. Il ne sait pas pourquoi il veut continuer. Mais vraiment, de le laisser. Il ne mange pas compliqué. Ce qu'il mange, elle peut assumer. Oui, c'est ça. Laisser le Togo donc, de peu de sa vie. Ouais. Non, il était beaucoup plus vraiment local. Il paraît qu'il voyageait avec son cuisinier, avec tout le Bataclan pour préparer. Toujours. Oui, et là aussi, il y a une anecdote que je vais vous raconter. Nous étions aux États-Unis pour un sommet annuel consacré, donc le sommet des Nations Unies. Oui. On arrive, son cuisinier et le majordome, souvent, ils attendent à l'aéroport pour embarquer l'essentiel des bagages du chef de l'État. Okay? Donc, et parmi ces bagages, il y a ce que le président mange, c'est-à-dire la farine. Pour faire la farine faite à partir du maïs. Du mil maïs. Voilà. Et puis, le gombo. Ça peut être du gombo sec, préparé, conditionné, etc. Tout ça. Et puis, bon, voilà, c'est tout. Et un peu de volaille, éventuellement, si... Bon. Alors, on arrive à l'aéroport aux États-Unis, plus précisément à New York, et les services de sécurité font de la résistance. Ils disent que la nourriture des produits alimentaires venus de l'extérieur ne peut pas entrer parce que ça peut être porteur de bactéries, de maladies. C'est vrai que c'est prohibé. Donc, le cuisinier est là. Le cuisinier, il ne peut pas me démentir, il est là, c'est Tchépi. J'appelle, moi je cite, parce que c'est les gens avec lesquels nous travaillons. Donc, alors, ils sont là, ça traîne, etc. Entre-temps, mais ils demandent, ils ne sont pas encore là, et on prend le problème et on lui dit que c'est voilà, on ne veut pas faire accepter que... sa nourriture. Voilà. Et il dit il demande au chargé des communications qu'on n'a qu'à lui passer le président de la République. Américain. Américain. Oui. Alors, il appelle, évidemment, il nous dit d'appeler Urso, qui est son interprète. Urso vient, on passe le président de la République américaine, qui lui aussi avait son interprète, et il dit de dire au président américain que la nourriture qu'il a amenée là, ce n'est pas pour manger dans le ventre des Américains. mais si
Si Il sa refuse. nourriture ne rentre pas, Lui repart. Lui, il il sort. repart. Tout de suite. Oh, c'est pas compliqué. Que c'est pas compliqué. Immédiatement, avant même qu'il ne raccroche, c'est les officiers qui étaient à l'aéroport là-bas, là, les officiers blancs là, qui faisaient de la résistance. C'est eux qui ont été les tchépis. À transporter la bouffe. Voilà l'homme. Voilà l'homme. Parce qu'il ne Faisons-nous comprenait respecter. pas Il va pas pourquoi- aller manger des hamburgers il faut là-bas, pas non. on va lui... Il ne mange pas les repas européens. comme ça. non. C'est pas forcé. Il ne voit pas pourquoi on va lui interdire de faire rentrer la nourriture qu'il a amenée pour Pour lui. manger dans son ventre. Voilà. Et de demander au président que c'est vrai, la nourriture là, il a amené ça du Togo. Mais est-ce qu'il a amené ça pour manger dans les ventres des Américains? La question était tellement simple que le président américain... Mais j'imagine l'interprète quand même, il va pour lui, il va se dire comment... Non, oui, ouais. Attends, quand on parle, tu es Tu interprètes. Ah, il faut interpréter. oui. Il faut dire ça, transmettre. Ah oui. Mais avec quand même des façons, mais un peu de forme. Mais... Voilà, le président, et nous étions pas loin. Et on dit, Excellence, Monsieur le Président de la République togolaise, nous charge de vous rendre compte qu'on est en train de bloquer, n'est-ce pas, Sa nourriture à l'aéroport. tous ces bagages à l'aéroport, y compris la nourriture qu'il a apportée pour manger avec sa délégation, en tout cas pour la délégation. Alors, il me demande que si c'est porteur de... Il semble que c'est porteur, que ce qui vient de l'extérieur est porteur de maladie. Mais il me charge de vous dire qu'il n'a pas amené ça pour manger ça dans le ventre des Américains. Eh Dieu. Non, le gars, il est fini. Mais non, Donc il est simple comme ça. il est simple. Très, très simple. Non, non, il était très proche de la nature. Voilà, simple. Donc, le président américain était... Ça veut dire que c'était... L'argument était fort tellement que lui... Tu ne peux rien dire après. Alors, moi, général, permettez que je revienne un peu sur le militaire. Je sais que dans la carrière militaire, c'est les avancements, etc. Est-ce qu'il était un peu, vous l'avez vu un jour, frustré par le fait que quelqu'un n'ait pas été avancé ou bien que quelqu'un ait été avancé? Est-ce que vous l'avez vu déjà dans un état par rapport à une situation de ce genre? Il était vraiment très méticuleux. Il veillait à ce qu'il n'y ait pas d'injustice. Ouais, ça, il veillait à ce qu'il... Parce que à partir du moment où quelqu'un prend un grade auquel il n'a pas droit, ça frustre les autres qui travaillent. Donc il veillait Qu'il n'y ait pas de... Il n'y a pas d'injustice. Oui. Moi, j'ai eu la chance, en 1997, le 31 janvier, c'était un vendredi, à 14h32. Mais moi, d'éléphant, on va en parler après. Il avait la mémoire aussi. J'entrais dans mon bureau, commandant base, j'étais commandant de la base à Gantougou, et le téléphone sonne. Je prends le téléphone, c'est le centraliste de Lomé 2. Il dit, c'est le commandant Eva. J'ai dit oui. Il dit, je vous passe le patron. Je prends mes devoirs, mon général. Il dit, Eva, ça va? J'ai dit oui, mon général. Il me dit encore, ça va? J'ai dit oui, mon général. Non, quelque chose ne va pas quelque part. Non, il me dit, bon, de porter le lieutenant-colonel, qu'on va régulariser après. Patate! Non, tout de suite, quand on va sauter, on va célébrer ce galon-là. Alors, on va célébrer ce galon. Parce que généralement, le tableau d'avancement sortait dans les 10 premiers jours du mois de janvier. Okay. Bon, l'année là, ça a traîné. En janvier, le 13 janvier, un peu avant le 12 janvier, le général Yark était lieutenant. Il a pris exceptionnel capitaine. Oh là là. Il lui a donné. Et puis tout le monde attendait que le tableau sorte, mais il ne sortait toujours pas. Il faisait des surprises aux gens, un à un, comme ça. Et puis moi, le 31 janvier, il me nomme lieutenant-colonel. Wow. Vraiment, j'étais heureux, quoi, parce que... Et moi, je rencontre au général Tidjani, au colonel Nandia, qui étaient mes chefs. Et tout le monde dit que le tableau va sortir tout de suite. Mais non, le tableau a attendu jusqu'au 13 mars. Oh! Janvier, février... Non. Oui, c'est le 13 mars que le tableau est sorti cette année-là. Et puis, toujours 13 mars, toujours le 13. Oui, le 13. C'est 13. Donc, c'est pour vous dire que c'est comme ça. Ensuite, j'ai eu encore une autre chance en 2002, pour mon grade de colonel. Le tableau a mis du temps à sortir. Il est sorti le 26 février. Et j'étais au tableau.
J'étais très content. J'étais si content que j'ai appelé mes chefs, le général Landia et puis les autres chefs d'état-major. J'ai dit non. Vous savez, la tradition veut que quand on met une plante par terre, à terre, il faut arroser. Donc je vais faire un prépôt, tout simplement pour que ça pousse vite. Et j'ai fait ça, maman. J'ai fait ça naturellement. Hein. Je n'ai même pas calculé. Le 6 mars, je pars à Kara pour la délimitation. J'étais président de la commission de délimitation des domaines militaires. Donc je pars là-bas. J'étais à Kara avec le colonel Ernest Personnam. On travaillait. Quand le 8 mars, le président m'appelle. Il dit, Aïeva, est-ce que le Puma est opérationnel? C'est son hélicoptère. C'est un hélicoptère. C'est le gros hélicoptère présidentiel. J'ai dit, Excellence, il est opérationnel. Je ne savais pas qu'il voulait monter à Pia en hélicoptère. Et le 9 mars, il arrive à Pia. Donc nous allons l'accueillir là-bas à l'aire de poser. On le salue. Et quand il a commencé à s'avancer vers son domicile, sa résidence, moi j'ai commencé à reculer. Et il envoie un escorte de me chercher. J'approche et il dit, mais toi tu es encore lieutenant-colonel? Ça s'annonce bien. J'ai dit oui, Excellence, mais je suis au tableau, je vous remercie. Il dit non, c'est pas ce que je leur ai dit. Je leur ai dit que toi tu portes directement. Alors donc, toi porter le grade de colonel. Direct. Oui. Direct. Et donc j'ai envoyé à la base chasse de Niantougou et me chercher les galons de colonel. Non, quelle différence il y avait entre être au tableau et porter directement? Non, ça dit qu'on lit le tableau pour toute l'année. Okay. Et maintenant, on fait passer les gens par fraction, parce que le budget ne peut pas supporter que tout le monde porte en même temps. Okay. Donc, au premier trimestre, on fait passer un petit lot. Okay. Au deuxième trimestre, on fait passer encore un autre lot. Au troisième trimestre, on fait passer un autre petit lot. Et puis, le gros lot passe en octobre. Okay. C'est pour soulager le budget en matière de finances. Non, mais vous, il faut porter en même temps. Oui, donc, vous avez chargé le galon le jour-là en même temps? Le même jour, parce que il était surpris quand j'ai envoyé à la base chasse de Niantougou me prendre mes galons de colonel. Et comment? Et j'étais sous les manguiers à pied là-bas avec le colonel Assia, qui était mon ancien de plus de 2 ans au grade de lieutenant-colonel. Et là aussi, quand il a vu, il a dit, bon, lui aussi, il a qu'à porter le colonel. Et donc, quand lui, il a envoyé chercher ses galons de colonel au camp Landia, nous nous sommes présentés maintenant à lui, on l'a salué pour le remercier. Les nouveaux colonels. Ouais. Et il nous a gardés de midi jusqu'à 19h, on a mangé avec lui et on a passé... Manger, je présume, de la viande? Beaucoup de viande, oui, c'est sûr. À Djadala, tout ça là. Ouais. On a vraiment bien mangé et bu. Et c'était vraiment une ambiance détendue. Ouais, ça va le deuxième galon qu'on va célébrer tout de suite à la fin de l'émission. on va arroser le lieutenant-colonel, on va arroser le colonel plein également. Et puis, ouais, ça s'annonce bien. Hein. Merci beaucoup. Ça s'annonce bien. Ce que le général vient de dire, qu'il n'aimait pas l'injustice. Ah oui. Je peux vous donner une... Parce que moi, je parle des choses que j'ai vécues. Alors, il appelle, le jour-là, le général Bérédin était venu pour faire un compte rendu. Et il le reçoit, après c'est fini. Et le général Bérédin était venu pour lui rendre compte des éléments qui devaient être proposés au tableau, de ces éléments. Alors, évidemment, à l'époque, le général Bérédin n'était pas encore général, il était colonel, je crois. Et après, maintenant, il lui dit de revenir le lendemain. En sortant maintenant sur le perron, il appelle le général Bérédin et dit, bon, tu as bien fait, parce que tu as bien fait de me montrer tout ça. Et il lui montre un nom là, je ne sais pas lequel, il dit que tu as bien fait de le mettre, parce qu'apparemment, il est ancien. Et vite. Donc, de faire chose. Donc, ce que tu as mis, tout ça, et tu m'as montré, c'est bon. Mais demain, ramène, on va voir. Et en partant, il dit non, que surtout, fais attention pour que tous ceux qui sont sous toi, là, qui ne mettent pas des gens n'importe comment, qui ne méritent pas. Ils ne méritent pas leur grade. Oui, vraiment. C'est fini, il ne faut pas des choses comme ça. Il ne faut pas les frustrations. Oui, l'armée, il faut la rigueur. Je ne voudrais pas que demain, des gens obtiennent des galons et ça va commencer par fâcher les autres les éléments de la troupe. C'était devant moi. J'ai un témoignage là-dessus parce qu'il avait un oncle qui était chez nous à la base chasse de Niantougou, qui était un peu, par moments, un peu indiscipliné. Et donc,
Rien que pour ça, nous avons décidé de le reléguer. C'est l'oncle du président. Hein. Oui, Ah oui? Mais nous l'avons mis en bas. Parce que ça, Le président n'a pas parlé. Non, attendez. Moi, j'ai dit que j'ai été formé et je ne pouvais pas passer. Il ne peut pas être indiscipliné et puis passer avant d'autres. Ce n'est pas possible. Donc, on l'a relégué à un niveau plus bas. Et malheureusement, quand on fait des propositions, quand ça va à l'état-major, on coupe. Et l'année-là, il a été coupé. Il n'est pas passé. Il n'est pas passé. Comme il était en bas, là. Oui, il était plus bas. Et il est allé se plaindre au président. Chez son neveu. Il est allé là-bas se plaindre que voilà, il a été triché, il est plus ancien que d'autres. Et le président l'a chassé, que si tu n'as pas été classé, c'est que tu es indiscipliné. Tu es dégagé. Ah oui, c'est comme ça. Non, par rapport à ça également, il paraît, il y a, puisqu'on a cherché des informations par-ci et par-là, par rapport à la discipline, pour dire qu'il est vraiment rigoureux dessus. Une dame qui habitait dans les alentours du camp, qu'il y a un enfant du président qui était en retard un jour à l'école, que le lycée de 2 février était dans la zone du camp là. Que le gars, il s'amène et un enseignant le renvoie. Bon, il se prend pour l'enfant du président, quoi. L'enseignant le renvoie, tout le monde avait dans la tête que c'est l'enfant du président. Qu'il y a des marques, s'amène. On a des photos du... reconnaissez qui vous pourrez reconnaître sur la photo qui passe actuellement. Alors, il y a que le président Yadema ramène l'enfant à l'école dont tout le monde avait peur pour l'enseignant. Il vient, il félicite l'enseignant et il fait frapper son enfant devant tout le monde. C'est dire que la rigueur, la discipline, il ne rigolait pas dessus. Il ne badirait pas. C'est avec ça qu'il a formé cette armée que vous voyez. Alors, M. Ouyo, qui est-ce qu'on a à l'écran actuellement? Là, si je vois bien, là, il est en famille. Ça doit être sûrement Monsieur le Président de la République Faure. C'est le président Faure qui est juste à côté de lui, là. Oui, qui est entre ses genoux. On voit plusieurs images de lui, mais en famille. Il aime la famille, il adore être en famille, l'esprit de famille. Au-delà, c'est peut-être ce qui se déteint sur la nation entière. Hein. Il aime la famille. Il aime beaucoup la famille. Et puis il aime les hommes, vraiment. Cela. Il est humain. Il est humain. Oui, oui, je vous assure tout. Il n'y a pas de distinction. Quand on se retrouve avec lui, c'est comme si nous appartenions à sa famille. Oui. C'est cela. Au-delà, c'est un homme qui a une grande mémoire. Vous avez une anecdote aussi sur les mémoires que vous... oui, bon, alors... Super, hyper grande mémoire. Il n'oublie jamais. Comme c'est de l'homme que nous parlons, il y a de ces petites choses qui nous ont marqués. J'étais donc chef de service de presse à la présidence de la République. Alors, entre-temps, il a constaté que, bon, attaché de cabinet, chef de service, bon, il y avait beaucoup. Ça faisait beaucoup. Alors, il choisit un jeune sous-lieutenant qui a fait l'intendance dans l'armée pour venir travailler avec moi, pour m'aider. Et ce sous-lieutenant, qui est aujourd'hui colonel, et je l'appelle par son nom, c'est le lieutenant-colonel, je ne sais pas s'il a pris colonel maintenant, Adokoum, qui est l'intendant du palais à Pia. Il était avec nous à Niantougou. Voilà. Adokoum est avec moi, donc, à Lomé 2. On travaille ensemble dans une bonne ambiance, il n'y a pas de problème. Vous savez qu'entre-temps, il y avait, après les événements de 1993, il y avait la coupure de relations économiques entre le Togo et l'Union européenne. À la suite de cette coupure de coopération, donc, le Togo a perdu un certain nombre d'aides qui lui étaient destinées par l'Union européenne, en tout cas dans le cadre de ses relations avec l'Union européenne. Il a perdu un certain nombre d'aides financières. Alors, à l'issue, vous savez que l'Union européenne, il y avait un cadre de discussion qu'on appelle les conventions ACP-UE. Et les 4 premières conventions se sont déroulées à Lomé ici, qui était un carrefour de toutes les grandes conférences, en tout cas sous-régionales. Alors après, avec la coupure de la coopération en 1993 et tout les mouvements que le pays a connus, et le pays a ressenti beaucoup de difficultés. Donc, le bureau de l'Union européenne était pratiquement enfermé ici et on a ouvert la délégation actuelle. Et donc, lorsque la réunion ACP-UE,
qui s'est tenue, je crois, en 96 ou 96, je crois, si j'ai bonne mémoire. Cette réunion s'est tenue au Bénin. Et selon les conclusions, le Togo a perdu plus de 22 milliards de francs CFA en raison de la coopération. Le document venu du Bénin est arrivé à mon niveau et je devais venir à la télévision ici parce qu'il y avait une audience et le lieutenant Adoukoum est parti, le lieutenant-colonel, il était à l'époque lieutenant, il est parti pour rendre compte au président de la République. Il a fait un mémo succinct qui reprend les conditions dans lesquelles la conférence s'est passée, etc. Et puis enfin, qui lui a rendu compte qu'à Montgiral, selon donc, les comptes qui ont été faits, le Togo a perdu 22 milliards. Bon, avec un chiffre tout. 3 semaines après, des ministres viennent et ils veulent leur dire que de faire extrêmement attention parce que le Togo, le pays, perd beaucoup en raison de nos mésententes. Et paix à son âme, le président Natchaba était là, et il disait à Natchaba, faites tout, rencontrez vos amis de l'opposition, discutez pour voir dans quelle mesure le Togo, ensemble, toute la classe politique nationale peut s'entendre pour lancer un appel commun en direction de l'Union européenne. Pour la reprise de la coopération. C'est vrai, nous avons des incompréhensions politiques, mais pour la question du développement de notre pays, nous parlons d'une même voix et sollicitons la reprise de la coopération. Donc, et c'est en ce moment qu'il s'est rappelé, il disait que d'ailleurs, nous avons perdu beaucoup. Et il donne le chiffre rond. Maintenant, pour prouver effectivement à ses interlocuteurs que ce qu'il dit vraiment vient de la conférence ACP-UE qui venait de s'achever à Cotonou, il rappelle le lieutenant Adoukoum pour venir lui apporter le document ou en tout cas confirmer le chiffre. Le chiffre exact qu'il lui avait lu. Adoukoum avait préparé tout. Adoukoum vient. Appelez-moi le lieutenant. Il vient. Présente. Dis-moi là, tu m'avais lu le document sur ACPUE là. Tu me disais que c'est combien là? Donc, me dit, moi je vais aller chercher le document. Et ça va, mais malheureusement, il ne trouve pas vite le document. Parce que ça a été rangé. C'était rangé. Finalement, on m'appelle et je cours, j'arrive, je dis, mon lieutenant, tu avais laissé ça ici. Le chiffre, écoutez bien, le montant des milliards, 22 milliards, quelque chose, des millions qui sont venus s'ajouter. Des mille. Des mille qui sont venus s'ajouter. Des cents qui sont... Et des unités. Les francs CFA prêts qui étaient... C'est-à-dire que le montant exact qui était, lui, au chef de l'État, au président de la République, lui, il avait ça en tête. Et quand le lieutenant a retrouvé le document venir, c'est exactement ça. Et il a dit, donne-moi le document. Et il a tendu ça à ses études. Il avait une mémoire d'éléphant. C'est pour vous dire combien le président Adama avait. Nous-mêmes, nous lui lisons les comptes rendus. Après, nous oublions. Mais lui, il n'oublie pas. Et il paraît qu'il avait cette belle manière de régler ses problèmes. Quand tu viens raconter un truc, l'autre vient raconter, il vous met ensemble. Et tu disais quoi sur lui? Qu'il ne faut pas aller faire de la délation sur l'autre. Il appelle l'autre, il dit, lui, il est venu dire quoi, c'est rien. Répète ce que tu m'as dit tout à l'heure. Bon Dieu, c'est ça. Donc, il vaut mieux ne pas raconter des histoires. Et le ministre Drogo me l'a confirmé lors d'une recherche. Et je ne croyais pas, mais moi-même, j'ai été victime. Donc, le président Adama, il n'aime pas les commérages. Et d'ailleurs, dans les années entre 69 et 70, surtout ces premières années, c'est ça qui a été vraiment une de ses marques. Parce que les gens, il y avait trop de coups bas par-ci, par-là, etc. Et donc, si vous venez lui raconter quelque chose... Attendez, voir ce qu'on vous confronte. Attendez-vous que le président Adama fasse d'une manière ou d'une autre pour te croiser avec la personne concernée par l'histoire que vous lui avez racontée. J'ai été victime comment? Je suis son attaché de presse. Alors, une personne, c'est moi, hein? Une personne qui ne me connaît pas
est reçu en audience et qui dit au président de la République qu'il a vu son attaché de presse à Patatoukou en train de faire la campagne avec le car. Écoutez bien. Hein. Et il lui demande, mais vous parlez de qui? Que l'attaché de presse. Et il lui demande, mais tu le connais? Comment il ne connaît pas? La personne connaît bien mon nom. Mais le visage, il ne connaît pas. Alors, lui demande, mais quand et comment? Puisque vous êtes là tout le temps à ses côtés. Voilà. Quand et comment? Il dit que non, que hier soir, même il était là. Il y a de cela une semaine, j'étais là-bas vers 21h avec les militants du car. Bon. Le président lui dit, bon, ok, c'est bon, merci beaucoup. Reviens demain à 10h. Le lendemain, il vient. Le président lui demande, si vous rentrez à Lomé 2, souvent, il a un petit salon dans lequel il reste, comme ça, en faisant face à la porte. À la porte, voilà. Donc, et il le reçoit à côté comme ça, on lui sert à boire, etc., tout ça. Et il lui pose la question. Moi, je ne savais pas. Le président vous étiez là? Rien dit. J'étais là, mais il ne m'a rien dit. Et il me dit que, protocolement, on n'a qu'à aller pour... il avait des gens qui le recevaient, qui étaient dans un petit salon là qu'on appelle généralement le salon chasse, parce que quand il va à la chasse et tue les bêtes, après, on essaye de garder leur reste pour, voilà, alors pour décorer un peu le salon, et on appelle ça le salon chasse. Donc, nous étions là-bas pour entretenir certaines personnalités qui attendaient d'être reçues. Assez, le patron voulait seulement que la personne qui va venir là ne me voit pas. Moi, je ne savais pas. Donc, et on était allé rester de l'autre côté. Donc, il y avait son bureau comme ça, un grand rideau comme ça, le grand salon. Donc, on était au grand salon. Il lui demande, est-ce qu'il me connaît? Il dit oui. Entre-temps, maintenant, il dit à son majordome, en tout cas son intendant à Lomé 2, qui vit d'ailleurs aujourd'hui, notre doyen, comme nous l'appelons, le major Banawaï. Banawaï, oui. Il dit, vas-y dire à Wiro de venir à côté ici, s'asseoir. Banawaï me dit, le patron demande d'aller t'asseoir là-bas. D'aller seulement t'asseoir. Moi, je ne comprenais rien. Je vais m'asseoir et la discussion continue avec le gars. Ah, tu le connais, hein? Si tu le vois, tu vas le connaître. Il dit oui. Il dit, mais comment, mon Gérald? Je le connais bien. Je le connais très bien. Sauvez-moi. Alors que j'étais à côté. J'étais à côté. Voyez-vous, c'est pour vous dire que si je n'avais pas cette chance que j'étais tout à côté du président, voilà, comme ça, il pouvait gâcher. Vous créez des problèmes. C'est ça. Voilà. Donc, il y avait de ces... Mais il fait bien de régler rapidement. Il fait bien de régler comme ça. Et c'est plus simple. Quand c'est possible, il le fait. Pour faire ce que lui-même, il appelle la confrontation. C'est ça. Et puis la vérité sort. Alors, un grand chasseur, un grand chanteur aussi, en général. Un grand chanteur. Les chansons militaires. Les chansons militaires. Oui. On vous apprend ça à l'école ou comment? Non, ben ce sont les classes de chant, surtout l'armée de terre. Oui, au moment où les soldats se déplacent, la troupe se déplace, bon, c'est plus facile de se déplacer en chantant. Et il chante, vous avez chanté avec lui? Moi, pas beaucoup, parce que j'étais de l'armée de l'air. Mais disons que je l'ai entendu chanter quand même. Ça. Et surtout quand on faisait les fêtes militaires, quand les militaires venaient, le bal du 13 janvier ou bien d'autres fêtes militaires, là, il prenait le micro et puis il chantait. Oui. Bon, il ne chantait pas toujours juste. Hein. Oui. Oh, si, il chantait juste. S'il y a quelque chose... Il chantait très juste. Il chantait juste. Oui. Je me suis demandé comment, on m'a dit que non, il y avait les cassettes dans la voiture. Quand il s'est déplacé, parfois, on répétait ça. Il chantait, il aimait bien chanter. Moi-même, c'est moi, parfois, je lui fais les cassettes, je lui mets dans la voiture et ça chante. Je me souviens qu'un jour, on était à Pia. Alors, il y a une chanson là qui fait près de 14 couplets. Wow. 14 couplets? 14 couplets. Donc, moi, je ne sais pas. Hein. Donc, il chante. Bon, il a des moments où il nous rend très heureux. Mais parfois, il chante. Et après, maintenant, il finit. Il me dit, attaché, chante maintenant. Je dis, vous avez avoué. Attaché, chante ça. Comment vous avez chanté beaucoup comme ça et moi, je ne connais pas comment je vais chanter. Bref, c'est le faire, quoi. Donc, allez, on ne peut pas parler de Gnassingbé Adema sans parler de Pia rapidement, Éléonore,
Il est de Pia. Vous nous présentez Pia un peu, et puis on va chuter sur les derniers instants de sa vie et finir. On n'a plus beaucoup le temps. C'est passionnant, hein? On aurait pu passer toute la journée, mais on n'en finirait pas. Tellement autant que je me dis, est-ce qu'on a commencé même? Je ne sais pas. Allez, Pia, Éléonore. Alors, Pia se trouve au nord du Togo, donc dans la préfecture. Le micro, rapprochez plus le micro, oui. C'est moi l'habitude d'avoir le micro à chef. Oui. Alors, c'est un canton donc, de la préfecture de la Kosa au nord du Togo. Et c'est le village natal de l'ancien président Gnassingbé Eyadema. Oui. Et dans mes recherches, on dit beaucoup qu'en traversant le village, donc on aperçoit les gardes armés donc, qui longent donc, le long de la voie qui mène au palais présidentiel qui est donc dans ce village-là. Et donc pendant les évalades, le président actuel, le président Faure, va séjourner souvent dans ce palais familial. Et ce canton est aussi connu pour ses poteries et forges traditionnelles. Il y a également de nombreux marchés qui s'animent là-bas. Et le canton est constitué donc de 8 villages. 8 villages donc, qui sont avec à leur tête donc, une femme. C'est une femme qui est la chef traditionnelle donc, de ce canton. Elle s'appelle Dr Sama Essoham. Elle est médecin. Elle est médecin. Elle est médecin et c'est depuis 2004 qu'elle est chef donc, de ce canton. Alors, Pia, qui paraît qu'il y a un zoo au palais présidentiel de Pia, à Pia. C'est la colline. Non, il y a un espace. Avec des animaux. Il y a beaucoup d'arbres qui ont été plantés, donc il y a quelques animaux qui ont été laissés là-bas. C'est pas au palais? Non, c'est à la résidence de Pia. Ok, à la résidence de Pia. Oui. Donc, lions... Bon, les lions, je sais qu'il y en avait même, je ne sais pas où ils sont. Monsieur, il y a des animaux... Oui, il y a des animaux. Il y avait même les lions que vous pouvez voir, qui étaient, mais quand même, ils ont un cadre spécial. Mais il faut rentrer dans le palais avant. Hein? Il faut rentrer dans la clôture. C'est un grand, c'est de l'espace, il y a de l'espace quand même. C'est chez lui, Bon, c'est vrai que ça se trouve un peu en contrebas du bâtiment du palais. Bon, mais évidemment, souvent, le palais, c'est vrai, souvent, le président ne va là-bas que lorsque il reçoit des hautes personnalités. Sinon, il est toujours dans son bâtiment qu'il avait construit quand il était sergent-chef. Ah bon? Oui, non, c'est le bâtiment dans lequel il a vécu et il l'a construit quand il était sergent-chef. Sauf tout ce qu'il a fait, c'est qu'après, on a renforcé, parce qu'on avait construit ça avec de la terre battue. Et après, il a fait seulement renforcer la fondation et les piliers ont permis d'ajouter... Un étage. Voilà, juste un étage. Quand, par exemple... C'est dans la même zone, c'est là où il y a sa grande résidence là? Non, avant ça. Avant la grande résidence. Et quand il était sergent, il a construit un bâtiment. Donc il n'a pas oublié... C'est là qu'il habite. Il habite. C'est là qu'il a... chef, le bâtiment qu'il a construit en tant que sous-officier dans l'armée, c'est dedans qu'il... Quand il va à Pia, c'est là-bas qu'il reste. Oui, mais vous connaissez le grand hall où on fait les messes. Le bâtiment qui est à droite, quand on arrive dans la cour, là. C'est ça. Voilà, c'est ça, c'est le bâtiment. Ah ouais. Il y avait un grand hall en face de cette résidence. Fidèle à lui-même. Donc, ce bâtiment, il a renforcé juste. Et on a mis on a ajouté quelque chose là-dessus pour avoir de l'espace. Mais je crois que le frère peut corroborer. Dans le salon, là-bas, il ne peut pas prendre même 15 personnes, c'est trop. C'est à peine 10 personnes. Donc, les gens sortent sur la terrasse. Et c'est dans ce cadre modeste qu'il a toujours vécu. C'est cela. Alors, on va finir dans quelques petites minutes. Mais le 5 février 2005, l'information nous tombe, la nature nous annonce déjà la mauvaise nouvelle. Vous allez nous dire, pour finir, où vous étiez, comment vous avez appris la nouvelle. Vous étiez avec lui dans l'avion, vous avez vécu ces derniers instants avec lui, M. Ouiao. Mais on a demandé à des Togolais où est-ce qu'ils étaient et comment ils ont appris la nouvelle.
ils se sont exprimés. On va suivre ça rapidement. Vous étiez où? Ben, moi, j'étais Oui. à la base transport de Lomé. Oui. À l'aéroport? Oui, à l'aéroport, mais c'est pas très loin. C'est la base transport de Lomé. Il était 11h quand la nouvelle nous fut annoncée. Et nous sommes tombés vraiment dans une consternation immense. Et c'est comme ça qu'on a commencé à gérer l'événement jusqu'au soir où le président Faure est revenu. C'est cela. Il nous a dit que l'avion... Il était dans l'avion aussi avec vous, le président Faure, avec son papa. Bon, alors, de cette parenthèse, vous me permettrez de ne pas du tout parler, Oui. parce que j'ai vécu les événements. Et c'est une parenthèse dont les journalistes peuvent parler, mais moi, je voudrais prendre du recul. Ça m'a... N'oubliez pas que les vrais orphelins du président Yadema, c'est ses collaborateurs. C'est clair. Voilà, ce n'est pas... Vous deviez avoir senti des vides autour de vous juste après. Voilà, les vrais orphelins, ces enfants, ils les voyaient combien de fois? C'est quand ils rentrent la soirée, quand ils les appellent pour venir manger avec eux. Mais pendant la journée, c'est quelque chose... le met hors de lui, c'est sur nous qu'il verse sa colère. C'est aussi sur nous que c'est à nous qu'il fait plaisir en nous demandant venez prendre la bière, venez manger. Un jour, il m'a demandé de prendre... Qu'est-ce que tu bois? Je dis, je bois la bière. Il dit, non, je sais que quand vous volez ma boisson, tu bois Racine. Servez-lui Racine. Voilà, donc disons en bref que ça, vous me permettrez de ne pas en parler. Et ça se comprend, ça se comprend. Rapidement, oui. Comment est-ce que les Togolais ont appris la nouvelle? Il y a 17 ans. On suit et on revient juste derrière. Notre partenaire qui est venu de rentrer parce que ça ne va pas. On lui a posé beaucoup de questions, qu'est-ce qui ne va pas? C'est de là qu'il nous a parlé du décès de notre papa, le père de la nation. Et en sortant, quand tu vois l'environnement, c'était calme et tout le monde avait eu peur. Et ça faisait que tout le monde fuyait pour se rendre dans leur maison. Voilà. On regrette son départ. Ça fait que des fois, on se souvient de lui quand il y a un se souvenir du 5 février. Bon, déjà, moi, j'étais encore petit. J'avais à peine 10 ans, donc c'était une journée comme toutes les autres. Hein. Voilà, on voyait qui passait. Donc, bon, on n'avait même pas cherché à pousser la curiosité. On attendait qu'il y a des mères morts, Bon, c'était pas une journée spéciale, c'était une journée comme les autres. Hein. On n'avait aucune responsabilité, on ne connaissait rien, quoi. On dépendait quand même des parents. Mais, bon, selon ce que nous entendons, les gens disent que, bon, voilà, quoi, à cette époque, avec lui, c'était mieux que l'époque que nous sommes en train de débattre. L'information n'a pas été suivie, ça a été par des rumeurs au premier abord. Et à la suite, dans la soirée, nous étions face à la télévision togolaise qui nous a révélé la réalité. Vraiment, ça n'a pas été du tout facile. On était très émus de la nouvelle. Et on était vraiment dans un deuil pas possible. Nous avons été pris sous le choc avec la peur d'être attaqués par certains individus, peut-être qui étaient contre son règne. On était au coup primaire et la nouvelle nous est parvenue à l'école. Le jour, les militaires sont venus entourer l'école et il y avait un vent qui soufflait. Bon. Et par après, tu devais savoir que c'est le président qui était parti. Bon, en étant gosse, on ne connaissait même pas, on n'était pas émotionnellement affecté. Donc c'était ça. Le jour-là, on était vraiment choqués. Parce que dans un premier temps, on disait que c'était faux. Puisque à l'époque, moi je travaillais dans un hôtel. Donc c'est à travers quelqu'un de l'étranger qu'on a su que notre président était mort. Donc il y avait une confusion. Même on avait demandé certaines personnes regarder ici, au Togo,
Mais il nous disait que c'est faux, cette nouvelle, que ce n'est pas possible. Mais après tout, vers le soir, nous tous on a su que c'était vraiment vrai. Alors c'était ça, et moi je l'ai appris comment? Moi j'étais à Radio Lomé, j'étais journaliste, on devait venir au boulot, je suis arrivée au boulot, c'était encerclé et tout, on savait qu'il y avait un truc, mais on ne pouvait pas imaginer que c'était ça. Et c'est comme ça, il y a 17 ans aujourd'hui, que Gnassingbé Eyadema a été rappelé à Dieu. Dieu a besoin aussi des bonnes personnes autour de lui, chez lui là-bas, en gros là-bas. Et 17 ans, on estime qu'il faut faire connaître l'histoire du Togo, qui est dynamique, à la jeune génération aussi. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes, ou bien des amis, qui connaissent le nom Gnassingbé Eyadema, mais ils en savent que ce qu'on raconte, ce qui traîne, et c'est le bien fondé de ces genres d'ouvrages. Vous pouvez trouver ça en librairie. C'est sorti depuis 2000... Ça fait depuis 2017. 2017. Je me demande si c'est encore il faut penser à une réédition. Hein. Moi-même, je n'en ai... C'est le dernier. Je n'ai que ce seul exemplaire. Voilà. Et puis, il y a bien plein d'autres ouvrages que vous pouvez voir sur le plateau, que vous pouvez lire des passionnés au plus juste. Vous en ferez une opinion. Et puis, sortir, en général, peut-être des mémoires, et de nous d'écrire encore plus pour nous permettre de connaître cette histoire du Togo. Alors, ce monsieur, il est parti. Qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui de lui? Qu'est-ce qu'on doit garder pour vous, mon général Essofa et Eva? Qu'est-ce qu'on doit garder d'Eyadema chaque fois qu'on le célèbre? Mais je pense que le général Eyadema est immortel, en ce sens qu'il a laissé tellement de marques dans le pays qu'on ne peut pas l'oublier. Moi, je ne retiens que sur le plan de l'éducation, de l'université de Lomé. Il avait une relation aussi forte avec les étudiants. Oui, l'université de Lomé, quand je me rappelle, j'étais en Côte d'Ivoire, tous les ans, il y avait des grèves et nos étudiants étaient renvoyés de toutes les écoles, ou bien une grève à Dakar. Et quand il a pris la décision de créer l'université du Bénin à l'époque, en 1970, il me semble, et ça nous est resté, c'est vraiment important, c'est un facteur de développement, c'est un pôle d'excellence, l'université. Donc c'est ce que je retiens déjà, ça. Maintenant, quand on regarde toutes les réalisations, quand vous prenez le 2 février, c'est une stature dans la ville de Lomé, à la place de l'indépendance. Et puis il y a plein de choses. Je sais qu'aujourd'hui, il y a la continuité avec le président Faure, mais l'image du président Eyadema sera toujours immortelle. Oui, oui. On ne peut pas parler du Togo sans parler d'Eyadema. C'est pas possible. C'est-à-dire, voilà. C'est pas possible. Oui. Je voudrais vraiment saisir cette opportunité, ce jour mémorable, pour encore implorer Dieu de lui accorder sa miséricorde et de lui ouvrir le paradis en permanence. Je sais seulement qu'il continuera par vivre dans nos cœurs, par le souvenir. C'est cela. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Monsieur Wiyao Evalo, enseignant, chercheur, journaliste, très très proche d'Eyadema, orphelin donc de ce monsieur depuis 17 ans. Oui, heureusement, je vous félicite d'abord pour l'émission, pour cette émission qui a un autre caractère, un caractère assez pédagogique, parce que au-delà, n'est-ce pas, de ces grandes personnalités de notre pays, dont l'histoire recouvre un certain nombre de controverses, vous avez voulu laisser, n'est-ce pas, ce côté controversé que les gens abordent toujours, c'est-à-dire le côté politique, pour aborder la personne lui-même. Comme on ne l'a pas connu. Voilà, l'homme, l'être humain lui-même. Je crois que c'est ça la spécificité de votre émission. Et en tant que journaliste moi-même, je vous encourage à continuer ainsi, parce que nous ne vivons pas que de la politique. Non, bien sûr. Il faut aussi, un jour, qu'on sache comment nos hommes, nos grands hommes, étaient humainement, simplement, naturellement, comment ils étaient, pour qu'on en parle. Parce qu'il faut que les générations puissent prendre des exemples sur les dévanciers. Donc, de ce point de vue, je crois que l'émission
je vous félicite pour l'émission d'abord. Maintenant, quand ce qui concerne le président Yadema, j'aime plutôt parler de lui quand je suis dans mes recherches. Mais quand je suis comme ça à la télévision, je n'arrive pas à parler de lui pour la simple raison que je ne sais pas par où commencer. Je vais plutôt dire tout simplement que il a fait beaucoup pour le pays. Vous savez, lors des travaux de la commission qu'on appelle la commission Agnrodosset en 2005, à l'issue des travaux auxquels ont pris part les grands historiens et les grands politiques de notre pays, pour la réécriture, ils se sont entendus pour que, compte tenu de l'œuvre du président Yadema, que nous puissions le reconnaître comme le père de la nation. Cette reconnaissance de la nation togolaise, à son endroit, je crois que c'est ce que je peux retenir comme œuvre. Et c'est ce que, moi, je trouve qu'il a laissé pour nous. C'est cela. Je vous remercie. Vous êtes premier rapporteur du Haut-Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, le HCROUN. Merci d'avoir accepté de partager vos recherches avec nous. Merci d'avoir accepté de faire un bond dans l'histoire avec nous. Je sais que ce n'est pas toujours doux, c'est pas toujours soft, s'il y a de la douleur un peu. Merci d'avoir quand même accepté de faire ce chemin de 2 heures avec nous. Mon général, merci également d'être venu, ancien chef d'état-major général des forces armées togolaises et puis ancien chef cabinet, directeur de cabinet de la présidence de la République. Bon, c'était à notre façon l'hommage que nous pouvions faire aujourd'hui au président de la République togolaise, à l'ancien président, c'est cela, hein, Feu Gnassingbé Eyadema, ce 5 février 2022. Les amis, on en a appris. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Beaucoup. On a été à l'école plus tôt aujourd'hui. Complètement. Et quand on dit le compte rendu à un âge. Le compte rendu à un âge. Le compte rendu à un âge, non. Ouais. Bon, on retient ça. Chers amis, le compte rendu à un âge, hein, entre autres, ce qu'on aura retenu et qu'on appliquera. Et l'émission a une fin. Allez, on se donne rendez-vous demain à partir de 8h toujours, pour une nouvelle émission. Demain, nous recevrons pour vous une dame qui a marqué les élèves qui sont passés par le collège protestant de Lomé. Nous recevrons Madame Professeur Assagba. Elle vous aura flanqué des -5, des 0. Elle vous aura félicité. Demain, on vous replonge dans le souvenir de vos années collège protestant de Lomé avec cette dame. Et je prie que ma voix comprenne finalement qu'en fait, les vacances, c'est fini. Il faut qu'elle revienne. Allez, passez un très bon samedi. À demain. Au revoir. Merci, madame. Je pense que le moment est arrivé, je l'ai dit plusieurs fois, qu'on laisse l'Afrique aux Africains. Nous sommes indépendants, nous savons ce que nous voulons, qu'on nous laisse tranquilles. Qui va nous laisser tranquilles? Les grandes puissances, les superpuissances. Il faut que l'Est et l'Ouest cessent de s'immiscer dans nos affaires intérieures. Si nous laissons tranquilles, je suis convaincu que nous, Africains, nous pouvons toujours arriver à trouver des solutions aux problèmes qui se posent à notre Afrique.